Salut tout le monde! Comment vous allez? Moi, je suis bien là. Mais non, je suis pas en retard. Je suis pas en retard, à peu près. Je sais pas si t'as vu, mes BLM est reporté au 28 août. Ouais, bon, on se doutait que ça allait être reporté. Après, à quel point, on savait pas, mais bon. C'est pas choquant, en vrai. Hier, on en a parlé, c'est à peu près ce qu'on disait, non? Que ça allait être probablement pas pour le CDE, mais pour après. Dommage parce qu'il y avait plein de bonnes cartes dedans, mais bon bah c'est pas la fin du monde, hein. On les jouera plus tard. Tu penses quoi de l'archétype MST qui vient de sortir? Je n'en parlerai pas, voilà. Je n'ai pas d'opinion, j'ai pas lu, mais dans l'idée, ça a l'air sympathique. Bon, moi j'aime bien quand ils font des sortes de clins d'œil aux cartes emblématiques du jeu, et je pense qu'en ce moment, depuis déjà Yubel, ils sont en train de le faire. On a vu Yubel, on a vu Blue Eyes, etc. Donc voilà. Je suis à deux doigts de fouiller dans les poubelles de l'usine. Pourquoi? Ah, pour aller chercher les cartes de BLM. Vous êtes fous, vous êtes fous. Tranquille, NJ et toi. Le support Orcust était bon, je me suis pas tenu au courant. Ouais, franchement, pas mal, hein. Franchement, il y avait grave du positif dans le support Orcust. Moi, j'ai bien aimé, mais malheureusement, bah, ce sera pas disponible pour l'Europe. D'un côté, ça fait moins de cartes à traiter pour tout le monde. De l'autre, c'est dommage parce qu'il y en a qui voulaient probablement jouer ça. On peut pas tout avoir, hein. En tout cas, là, on va essayer de se rebrancher sur ce qu'on faisait hier, c'est-à-dire on a des cartes à finir de regarder et en second temps, on peut soit voir ce qu'on fait par rapport à comment ça s'appelle, le national italien, si on a des trucs à traiter. Sinon, on peut directement s'orienter et s'intéresser du coup à ce qui se passe post-Duad avec ce qu'on aura lu, sachant que le truc moi qui m'a le plus hype hier à lire, parce que c'est le seul truc qu'on a eu le temps de lire de Duad, c'était les Art Megia ou quelque chose du style. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Désolé les gars, parce que j'ouvre les onglets et je galère. Ok, hop. 2 secondes, j'ai bientôt fini d'ouvrir tous les onglets qu'on avait d'ouvert hier. Je les ai tous mis en favori. Hop, tac, tac, tac. J'ai bientôt fini, hein. Désolé, j'aurais dû faire ça avant, je suis con. Mais c'est comme ça. Euh, On avait lu aussi les Lunalight. On avait commencé à lire les Lunalight, mais on n'avait pas tout lu des Lunalight. Donc il nous manque quand même des petites choses. Et puis on repassera sur les Artmenia ou... Comment est-ce qu'ils s'appellent exactement les gars? Je crois que c'était les Artmenia ou un truc comme ça. Hop et hop. Voilà. Alors, je change de scène pour vous et on est bon. Artmegia. Artmagia. Ok, bon, un truc du style. Yo Yuko. T'appelles je positif sur Discord, juste tristesse. Je me suis branché sur Artmegia après le live d'hier, j'aime beaucoup. Sympa. Sympa. Non, non, non. Lunalight ou Artmegia pour le C2, faut que j'arrête de jouer Melodius. C'est vrai que Melodius, ça commence à se faire un peu vieux maintenant. Sans forcément être trop catastrophique. Ok. Par quoi est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on refait un point sur la Artmegia et on voit si je les ai retenus ou pas? Moi, je suis grave chaud. Alors, 7. Duelist Advance. Donc, en Art Mega, il y avait New Theme, Art Mega. Donc, il y avait le monstre du deck qui est. Bon, là, il est pas là. Ah, si, voilà. Medius. Ah, attendez, je vais couper Discord parce que sinon, ça va sonner toutes les 2 secondes. Hop, voilà. Tac, ok. Donc, je disais, il y avait Medius de pur. Lui, il a un effet de se réinvoquer du grave. T'as juste à reshuffle un monstre de ta main ou de ton terrain, face recto, pour le respect. Et à la summon, il peut aller spécial summon ou ajouter à la main le hibou qui fait les fusions depuis le deck. Non, je pense pas que je vais regarder Justice Hunter, mais peut-être. Mais je pense qu'on se le gardera pour une autre fois. Donc voilà, donc cette carte-là, elle est quand même importante. C'est bah, la carte du deck, on va dire. Tu as plusieurs manières d'y accéder, notamment via les spells, que ce soit le terrain, donc j'imagine que... Ouais, bon, il y a ça aussi. Que ce soit le terrain qui est... Je crois que c'est cette carte-là. Donc elle dit, durant la main phase, tu peux normal summon un Méduse pur en plus de ta normale du tour.
Donc ça te permet de faire une extra arme, mais aussi tu peux être discard d'une magie ou piège, déclarer l'effet d'un monstre Arc Mega que tu ne contrôles pas, ajoute le monstre déclaré depuis ton deck à la main. Alors, je viens de me rendre compte du coup qu'il tuto pas Méjus, puisque Méjus c'est pas un Art Mega. Donc en fait, lui, il tuto le reste. Ok, donc le reste de l'archétype. Mais il te donne accès à l'extra norme si besoin. Ensuite, tu as cette carte-là qui peut aller le chercher, puisqu'elle va aller foolish Médus. Donc bah, c'est relativement basique. Et derrière, tu as l'extra effet d'aller regarder la carte du dessus du deck de l'adversaire et de gérer son top deck. Et donc ça donne une info, c'est super fort. Et après, là, l'effet du Grave, bon, qui est anecdotique pour l'instant. On va dire que ça te permet de setup plus facilement la situation où tu as trois monstres de type et attributs différents pour les effets bonus des Art Magia. Ensuite, on va pas on va pas tout revoir, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en gros, lui, il fait des fusions. S'il se fait interrompre, tu as une autre manière de faire des fusions avec une magie de fusion, qui est elle, je crois. Non. Qui est elle, alors. Ouais. Et tu peux aussi faire des fusions pendant le tour adverse, parce que tu peux accéder au hibou pendant le tour adverse, et c'est un trigger effect à la summon de faire une fusion. Ah non, c'est un quick effect, pardon, durant la main. Et donc au niveau des fusions, bah, t'as elle qui est une omni, sous condition que tu contrôles trois monstres de type différents, ou plus, et lorsqu'elle est détruite, elle a un trigger. Et sinon, t'as lui qui est trop fort parce qu'il va transformer l'un de tes effets d'Artmegia en l'effet devient détruit toutes les cartes que l'adversaire contrôle. Donc ça, c'est comment est-ce que le deck setup des interruptions d'archétype. La piège, elle peut accéder aux fusions, en très bref. Et voilà comment le deck, on va dire, s'articule, en sachant que les monstres du main deck, ce sont des toolbox en plus, ils font des trucs pendant le tour adverse. Pareil, sous condition que tu aies trois monstres de type différents ou plus. Ça, c'est ce qu'on avait vu hier. C'est pas grand-chose, parce qu'on avait principalement regardé BLMM. Il nous reste tout le reste de Duad à regarder dans les grandes lignes. Moi, cet archétype, j'ai trouvé qu'il était vraiment, vraiment, vraiment à haut potentiel. Et donc, je me suis dit qu'on ferait un live dessus de toute manière. Et que je sais pas si ce serait la seconde partie du live d'aujourd'hui ou un prochain live. C'est leur style avec des arcanes. Oui, c'est pour ça que si les arcanes pouvaient être ban, ça nous arrangerait probablement. Foolish Medius, mais elles s'appellent pas Art Mega. Ouais, cette carte-là, là, ouais. L'effet du grave qui transforme tout en light fin. Oui, c'est vrai que ça transforme les trucs en light fin. Eh, c'est vrai. Putain, t'as raison. J'y ai pas pensé du tout. C'est très très fort ça. Ok. Donc voilà pour Art Media. Ensuite, si on revient du coup aux autres supports, il y a du support Vanquish Soul, notamment avec le monstre du main deck ainsi que le sort d'Xyz là. Il me semble que c'est un Xyz qui se rank up. Il est où? Il est où? C'est lui. Donc ça, il faut qu'on lise un bout d'un moment. Il me semble que c'est tout pour les cartes Vanquish. Il y avait du support Primite, mais on s'en tape un petit peu. Il y a la suite du support Giga avec les Xyz de l'archétype et la piège. Il y a des cartes Lunalight, il y a des cartes support Quantum. Et j'avais regardé les cartes héroïques. Enfin, il faut qu'on regarde les cartes héroïques parce que moi, c'est un archétype que j'aime bien. Et il y a le support Scale Striker. Après, il y a des staples du type 7 lien 3 qu'on a eu l'occasion de lire hier, sur lesquels on pourra revenir si vous voulez. Et j'ai ouvert 2-3 autres trucs en plus qui peuvent servir, des trucs psychiques, des trucs X ou Y. Il y a le terrain Vanquish. Ah oui, alors il est où? Il est là, pardon. Merci. Donc, on commence par quoi, les gars? Par quoi est-ce que vous voulez qu'on commence? Moi, j'imagine qu'on peut commencer par Vanquish, puisque c'est l'un des trucs dont les gens parlent le plus. Les Gaga, t'aimes pas? Non, au contraire, moi j'ai bien aimé le support Gaga, Dodo, etc. Mais la pertinence niveau compétitif, pour l'instant, je sais pas. En tout cas, les monstres du main deck qu'on a lus sont très très forts et effectivement peuvent avoir de la gueule dans Ryzil. À voir. Transforme du grave, c'est jusqu'à la fin de ce tour ou du prochain. C'est jusqu'à la fin du prochain tour. Ouais. Mais la carte, elle est pas tutorisable, donc tu as aucune manière de te garantir la transformation d'un attribut. En tout cas, je crois. Donc oui, j'ai que 3 cartes. Ouais. Sky, I beg. Bah, on fera un point sur Sky de toute manière. Ok. Donc Vanquish. Vanquish, déjà, peut-être qu'on peut faire un point sur de quoi ça manque en réalité. De quoi ça manquait pour vous, Vanquish, avant ce support? Pour moi, je trouve que la mécanique d'obliger ton deck à jouer une certaine quantité de monstres d'un certain attribut, etc., rend le deck absolument injouable. Moi, je trouve que Vanquish, c'est un deck qui aura de la gueule dans des formats shifter, à l'époque où shifter était encore vraiment une carte qui courbait la méta. Et aussi, dans d'autres situations, ce serait celle où
les cartes que tu es obligé de jouer pour fit avec les attributs sont des bonnes cartes dans le format. Et pour l'instant, c'est jamais arrivé. Pour l'instant, Vanquish a eu de la gueule que dans 2 formats. Il y en a un où il venait de sortir, c'était le format du CDF 2023. Il venait de sortir et en vrai, le deck était joué uniquement basé sur la nouveauté, sinon il avait aucun potentiel. Et le deuxième format où il a eu de la gueule, c'était contre Snake Eye parce que c'était un utilisateur de shifter, etc. Mais c'était pas terrible. Donc, franchement, moi, je pense pas que ce support rende Vanquish fort, avant même de le lire. Je pense que le deck est trop limité par ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire sa mécanique qui n'est pas compétitive. C'est impossible de demander à un gars dans ses non-engine d'aller jouer des cartes d'un certain attribut. Les non-engine, c'est une partie hyper importante de ton deck et de Yu-Gi-Oh! Et devoir déjà faire des choix basés sur ton engine à ce point-là, c'est compliqué, je trouve. Donc, on va voir ce que ça donne. Les cartes peuvent être aussi fortes que vous voulez. J'ai du mal à me dire que ça va rendre Vanquish très bon. Non, j'ai pas encore passé en revue le support Vanquish, je donne juste mon avis au préalable. Vanquish manque d'un vrai board. En plus, je trouve ça trop relou de montrer ta main malgré que j'adore le deck. Oui, bah, c'est vrai que oui, c'est pas terrible. C'est top en OCG. En OCG, il y a les canines, et en OCG, c'est pas le même jeu, pas la même banlist, pas le même genre de consommation du jeu. Ça peut être top méta, entre grands guillemets. Déjà, il faut voir si c'est vraiment top méta ou si c'est juste des conneries, parce que la manière dont les médias anglophones rapportent l'information de l'OCG est catastrophique. Ils prennent des reports de locaux pour essayer de hype des sorties, parce que ce sont eux-mêmes des boutiques et qu'ils essaient de vendre des produits, ou pour générer des clics, parce que l'ultra positivité ou l'ultra négativité, c'est ça qui génère des clics en ligne. Donc moi je fais pas confiance du tout au fait qu'il se passe X en OCG, parce que déjà on n'est pas sûr qu'il se passe vraiment ça, et en dehors de ça, ça ne veut strictement rien dire sur ce qui se passera en TCG, d'autant plus que les Vanquish qui sortent aujourd'hui ne sont pas accompagnés du même card pool, il n'y a pas les canines, il n'y a pas la même banlist, il y a pas, etc., etc. À la première sortie de Vanquish Soul, c'était dit top en OCG et ça a flop chez nous. Par exemple. Faut pas oublier que c'était dit top en OCG, mais c'était probablement pas top en OCG, c'était probablement juste très joué parce que ça venait de sortir. Et que n'oubliez pas que là-bas, les nouveaux decks, ils sont ultra, ultra, ultra populaires parce que ils sont pas au même prix que chez nous. Donc ça aide. Le meilleur de nos monstres terre, c'est Fenrir, et eux, le leur est bizarrement banni. Oui, c'est vrai que eux, par exemple, rien que l'attribut Earth, effectivement, quand t'as des maxés jouables, c'est pas le même jeu. Avec Canaille, ça peut être ok, non? Je ne sais pas. Je peux pas donner un avis avant de savoir ce que les Canailles font, avant de savoir quelle va être la banlist au moment de leur sortie, avant de savoir quels decks vont les entourer dans ce format, avant. On peut pas savoir. On peut émettre des suppositions, on peut extraire des informations de ce qui se passe en ECG, mais vouloir faire du mimétisme, c'est de la connerie. Ça n'a jamais fonctionné dans Yu-Gi-Oh! Ça ne fonctionnera jamais tant que l'OCG sera aussi distant du TCG en tout cas. Bref, est-ce qu'on peut se pencher du coup sur les cartes? Vanquish Soul, Holy Sioux. Bon, alors, c'est probablement des cartes qui génèrent, puisque si les gens sont hype, c'est probablement que le deck débloque des steps de jeu. Durant la main phase, Quick Effect, tu peux révéler un autre Vanquish Soul de ta main. Invoque spécialement cette carte de ta main. Donc, ça, je pense que si la carte avait été design à l'époque, ils auraient mis un contexte d'attribut et pas un contexte d'archétype. Ils essayent de faire Vanquish Soul, pardon, un archétype qui fonctionne de lui-même et pas en imposant aux joueurs des attributs dans ses non-engine. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Donc ça va dans le bon sens. Le problème, c'est que 90% de l'archétype a été design avant et pas dans cet esprit-là. Donc est-ce que ça suffira? Je pense pas. Effectivement, le fait que ce soit un Quick Effect, c'est pas mal. Il a un second Quick Effect, tu peux activer l'un de ses effets en révélant des monstres de ta main avec les attributs listés. Si tu révèles Terre et Dark, tu prends le contrôle d'un monstre de l'adversaire avec la plus petite attaque. C'est pas mal, c'est relativement fair comme interruption, mais ça rajoute un petit truc au deck, donc c'est pas horrible. Et Fire et Dark, Special Summon un non psychique Vanquish Soul depuis ton deck, sachant que lui, probablement, du coup, est psychique. Oui. Ok. Donc il a un effet pour le tour adverse, un effet pour ton tour. C'est des attributs différents que ça te demande, mais il y en a un en commun qui est Dark, sachant que Feu, c'est le plus simple à avoir durant ton tour, puisque tu as deux des cartes les plus fortes de l'archétype qui sont Raizen et le nom que je n'arriverai jamais à prononcer, le niveau 5 ou 6, là je sais plus, qui sont Feu. Donc ça m'étonne pas que ce soit Fire qui soit l'effet pour générer et plutôt Earth pour interrompre. Le seul problème que j'ai, c'est cet attribut Dark qui peut être difficile à avoir. Est-ce qu'on sait comment est-ce que tu peux l'avoir, hormis
Bah, genre, je tuto une Mad Love parce que ça te demande du coup d'aller tuto une carte que de base tu utiliserais peut-être pas dans l'archétype. Après, en soi, la Mad Love, si tu la mets en circulation et que tu arrives à la reprendre avec un effet de tes gros Vanquish, peut-être que du coup tu l'as forcément, mais ça devient tard, tu vois. Faut déjà avoir accès à Mad Love. Donc, je sais pas quand est-ce elle interagit dans les loops. Je sais pas si Vanquish a des one card loop ou non aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une carte qui en théorie va venir aider et le first et le second, donc c'est une bonne carte, c'est sûr. Faut prendre en compte que si tu spé Ryzen dans une zone spécifique, tu peux avoir la tuto de Ryzen et la pop. Ouais, et donc Madlove devient un starter grâce au terrain. D'accord, donc ça va être intéressant. Tu peux faire l'effet de tes contrôles et de spell du deck durant le tour adverse et les deux dans le même tour. Ah, d'accord, ouais. Oui, oui, oui. Bon, après, voilà, comme dit, moi, je suis pas choqué. Je suis pas choqué parce que les prérequis pour activer les deux effets sont quand même relativement élevés. Au contraire, je trouve que le deck, bon, c'est vrai qu'il a une aisance intrinsèque à aller jouer au travers des interruptions de début de tour parce que c'est difficile d'aller utiliser des impermes ou des veilers contre le deck. D'un autre côté, je trouve quand même qu'il est sensible aux interruptions en début de tour parce que tous ces effets bonus ou quoi sont garantis que si tu arrives à setup quelque chose qui est au-delà de la présence de ces cartes-là ou non, mais qui va plus loin que ça puisqu'il te faut les attributs en main. Donc, moi je trouve que c'est bien, ça offre du sealing au deck en first, ça offre au deck la capacité aussi de développer plus, donc potentiellement en second. Mais je pense pas que ça solutionne le gros problème du deck qui est comment est-ce que tu fais pour faire fit cet archétype avec une line-up de non-engine cohérente dans le format. Pour moi, ça a l'air difficile. Maintenant, c'est vrai que c'est marrant, ça peut être en théorie une end-trap limite. Bon, alors évidemment, il te faut un setup très particulier parce que bah il faudra que tu aies les attributs nécessaires dans ta main pour pouvoir utiliser les effets. Mais ça se fait, hein, c'est pas si honteux que ça, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle est utilisée comme une end-trap de temps à autre? Non, non, non. Le support apporte vraiment beaucoup au deck, mais faudra voir au dépend de la bonne. Bah oui, ça c'est évidemment. Oui, complètement. Ça se fait zen en tour 0. Voilà. Donc bon, dans cet aspect-là, la carte est vraiment, vraiment forte. Le fait qu'elle t'aide aussi en second, c'est vraiment agréable. Les gros decks qui bénéficient d'une carte de Go second dans l'archétype, c'est le design vers lequel Konami essaie de se diriger et c'est le design sain qu'on aimerait voir de plus en plus. C'est-à-dire que l'archétype ne sert pas juste à générer pendant ton tour, mais qu'il puisse être déjà une réponse à ce qui se passe pendant le tour adverse, en tout cas en petite partie, parce que ça va t'aider à ne pas avoir besoin de cette grosse line-up de non-engine. Ce qui nous manque dans le format actuellement, c'est notamment ça, le fait que toutes les cartes d'engine du format ne soient que des actions pendant ton tour, ça pose problème. La carte la plus saine en termes d'archétype dans le format actuel, c'est probablement Marcher. Parce qu'elle est capable d'aller générer déjà pendant le tour adverse et que c'est une layers quand tu go first aussi. Et encore parce qu'elle interagit pas avec ton adversaire et ça c'est dommage. Tu peux avoir le pop de Ryzen ou Mind Control plus pop de Valus. Oui, ça peut arriver, oui. Yo Malice. Ok, bon. Donc voilà pour la première carte. Bon, elle est vraiment forte, hein. Y a pas grand chose à dire. Vanquish sous le rock, du coup. Donc, elle demande 2 ou plus niveau 4 Vanquish, mais elle a une autre manière de s'invoquer qui est une fois par tour, si un monstre Vanquish a battle ce tour, tu peux l'Ixis Summon en utilisant un monstre Vanquish ou un Rock the Vanquisher. Donc là, il y a un que tu contrôles. Ok. Elle gagne les effets suivants basés sur les attributs attachés. Dark, tous les monstres que l'adversaire contrôle gagnent 800, enfin perdent 800, pardon. Ça, on s'en fout. Fire, les monstres que tu contrôles gagnent 1000. Pareil, on s'en fiche un peu. Et c'est surtout, du coup, Earth. En l'occurrence, Rock, il est Earth. Donc j'imagine que c'est principalement fait pour être en cap sur ce monstre-là, qui de toute manière ne sert pas à grand-chose dans ta loupe, puisque il te lock de l'utiliser en lien, notamment. Et l'effet, c'est tu peux détacher un matériel de cette carte, détruire une carte que l'adversaire contrôle. Bon, c'est pas mal. Il n'y a pas de quick effect, c'est uniquement une arme de second, j'ai l'impression, du coup. Peut-être en first pour rendre des monstres, pour rendre le body de Rock linkable avec, mais c'est pas grand-chose. Et Rock et Ténèbres. Ah, Rock et Ténèbres? Je pensais que Rock était terre puisque c'est un rocher. Ok, bah ouais, bon, bah c'est vraiment pour te délock de Rock et gagner un body potentiellement. En second, c'est une toolbox. Franchement, c'est sympa, c'est le genre de carte de toolbox dont les decks ont besoin pour faire une différence en second, sachant que t'es pas lock quand tu l'invoques ou quoi. C'est vraiment une step qui peut forcer des interruptions et tout. Donc c'est pas mal. Maintenant, c'est loin d'être exceptionnel, on va pas se mentir. Non, c'est pas éclaté du tout. C'est pas éclaté du tout, c'est le genre de step qui peut aider un deck en second pour de vrai.
Surtout que Vanquish Soul, c'est un deck qui est capable d'aller mettre un body on board sans forcément commit toute sa main. Il peut mettre un body on board, forcer une interaction, aller sur Soul Rock, forcer une deuxième, continuer à jouer. Donc non, moi je pense que c'est une toolbox qui peut devenir très importante pour le deck. Ensuite, la dernière carte, le terrain. Tu peux cibler un Vanquish Soul que tu contrôles. Ajoute un autre Vanquish Soul avec un différent attribut de ton deck à ta main. D'accord? Si un monstre Vanquish Soul que tu contrôles doit être détruit au combat ou par effet de carte, tu peux révéler un monstre Vanquish Soul pardon, de ta main à la place. Donc il ne serait pas détruit. Sachant que chaque effet c'est une fois par tour. Durant la phase, si tu contrôles deux ou plus monstres Vanquish Soul, tu peux poser une piège Vanquish Soul depuis ton deck. D'accord, donc c'est une arme de first, notamment. Elle est pas terrible en second parce qu'il faut que tu aies un Vanquish Soul qui stick on board pour l'activer et pour qu'elle se résout, ce qui est relativement difficile. Sachant que je sais pas ce qui se passe exactement. Si par exemple tu fais start sur l'un de tes monstres, que l'adversaire chaîne une carte qui le détruit, et que tu chaînes un de tes Vanquish qui se spé, tu vois. Et du coup tu bounces le monstre qui avait été target par Start. Je pense que Start ne se résoudrait pas parce que, un peu à la manière de Kashtira Theosis, elle ne saurait pas de quel attribut est le monstre à l'origine. Bon, c'est vrai que ça rend ça rend Mad Love un peu meilleur, ça va permettre d'optimiser les ratios à ce niveau-là. Donc en ça, c'est une bonne carte, mais effectivement, je la vois pas être jouée en beaucoup d'exemplaires, à moins que le deck ait vraiment une galère pour aller prendre des cartes, pour aller trouver des cartes d'archétype. Vanquish, l'un de ses problèmes, c'est qu'il peut être difficilement articulé comme un deck moderne, c'est-à-dire qu'il va avoir besoin de beaucoup de cartes d'archétype, et aujourd'hui, ce qui lui manque, c'est une capacité à fonctionner et à tourner avec beaucoup de Node Engine. Parce qu'il n'a pas le ceiling nécessaire pour être joué avec des breakers ou des cartes qui profitent du fait que l'adversaire fasse des petits boards. Donc j'aurais tendance à dire qu'il a besoin de pouvoir jouer moins d'engine et de développer autant ou plus, probablement plus parce qu'il développait vraiment pas beaucoup. Ces cartes-là, elles vont quand même dans ce sens-là. Cette carte, elle n'existe pas vraiment par elle-même. Elle a vraiment comme but de rendre Mad Love autre chose que ce qu'elle était avant. Mad Love, elle est importante pour l'attribut Dark dans le deck, donc tu aimerais pouvoir la maximiser. Le truc, c'est que c'était pas un starter, c'était qu'une pièce de combo. Aujourd'hui, ça devient un starter. En plus, ça te rajoute au minimum une bonne carte dans le deck quand même en combinaison, dans les combinaisons d'engine. Donc ça reste ok. Donc au global, ouais, je trouve que la carte, elle est pas mal dans le but de l'archétype. C'est juste qu'en second, c'est une step ultra, ultra faible. Et pour ça, j'en suis pas fan. Nanana. Ça résout. Je suis pas sûr que ça résout hein, dans la situation. Avec le nouvel Exis, tu peux forcer 3 interruptions avec une seule carte Vanquish. L'effet du Vanquish que tu invoques, l'effet de l'Alien Rock et l'effet du Exis, tout ça pour une carte jouée. Bah, en théorie, oui. En réalité, les trois effets que tu viens de décrire ne forcent pas une interruption. Mais en tout cas, c'est sûr qu'un body Vanquish sur le board, ça fait beaucoup de choses. J'active mon terrain, chaîne des taux. Voilà, typiquement. Tu penses Vanquish sur côté. Avec les cartes que j'ai vues et sans les canines dans le format actuel, oui, je pense que c'est ultra, 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 ultra surcoté. Ouais, de malade. Je pense que le deck est pas mal. C'est sûr qu'il sera meilleur qu'avant. Maintenant, de là à me dire qu'il va concurrencer sans banlist, sans haute sortie, des decks comme Malice et des decks comme Ryzen Mitsurugi, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, je pense pas. Maintenant, faut voir parce que je dis ça, mais j'ai pas la vision de ce qu'était Vanquish avant le support. Et faut voir parce que le format peut changer du format actuel à cause d'autres sorties de Duad. Et du coup, peut-être que Vanquish se mettra bien dans ce nouveau format. Donc, mais j'ai pas la réponse, tu vois. Il y a des gens qui considèrent Vanquish sans canine ou l'inverse. Je sais pas. J'ai déjà playtest en pur, ça peut le faire, mais ça reste dur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est dur? Pourquoi est-ce que c'est dur? Est-ce que t'as des éléments? Ça a l'air naze un peu. Olithio conflict avec Fenris qui rend les cartes terre vraiment naze. Je suis pas sûr qu'il interagit, mais. Enfin, qu'il conflicte, mais bon. Niveau 5 qui te permet d'FTK avec le fracasseur de dés. Non mais là, les gars, vous êtes en train de me parler des canines, et si vous pouviez éviter, ça m'arrange parce que c'est vraiment pas le moment d'en parler, on s'en fout. Ça sort après l'Europe, je pense qu'on a tous des échéances avant. Je suis pas. Juste pour rappeler, au cas où, peut-être il y a des nouveaux sur la chaîne, je suis pas le gars qui s'intéresse à ce qui se passe dans 8 mois continuellement et qui au final ne vit jamais dans le présent. Si vous l'êtes, je respecte, je ne le suis pas. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des échéances, il y a des tournois, il y a un format aujourd'hui. Je préfère kiffer le jeu actuellement et pas le jeu dans 4 5 mois. Je sais que vu qu'on parle de cartes qui vont résonner avec de nouvelles sorties plus tard, c'est intéressant juste de survoler le truc, de se dire ah oui, les canines peut-être aideront.
Mais plonger dedans, ça ne sert à rien. En tout cas, pas chez nous. Il y a d'autres créateurs de contenu qui traiteront ça super bien. Dis-toi le fait que tu dois garder des budgets on board si t'as pas le setup avec la nouvelle ou Jiaolong. Ok, mais d'un autre côté, genre le deck est capable d'aller dodge un ciblage, donc peut-être ça peut aider versus Deto dans des situations, non? Bah du coup, Duad sort pas avant le CDE. Bah si, Duad sort avant le CDE. Duad sort avant le CDE. En tout cas, voilà pour ces trois cartes-là, qui sont vraiment pas mal. Mais j'ai un doute sur le fait que Vanquish soit capable derrière de vraiment tirer son épingle du jeu. À voir, en fonction du format. En tout cas, ça me choque moins que Artmegia. Mais vraiment, pour moi, Artmegia est probablement meilleur que Vanquish. Sans les canines. Je ne sais pas avec les canines. Le deck peut jouer V-Dose pour out la Raise Cross. Bah, tous les decks peuvent jouer V-Dose pour out la Raise Cross. C'est pas trop la question. Ok, moi je propose qu'on enchaîne avec les Lunalight parce qu'on avait déjà lu les deux du main deck. Est-ce qu'on s'en rappelle déjà des deux du main deck? Je regarde s'il n'y a pas. Je crois qu'il y avait une carte magie. Il y avait ça. Et c'est tout. Peut-être que la lien ici, elle sert à Lunalight, sachant que Lunalight, il y a des bêtes. Bon, je vais la mettre là, je sais pas. Les Lunalight qui étaient sortis, il y avait lui et lui. Alors, donc lui, on s'était, pour se rappeler juste, elle a les tutos en monstre Lunalight, et derrière, elle a les discards d'une carte. Si c'est un Lunalight, t'as le choix de le rajouter à ta main si tu veux, mais sachant que les Lunalight, quand ils sont envoyés au cimetière par effet de carte, ils proc leur effet, ça va servir de toute manière. Au pire, tu peux envoyer une autre carte de ta main qui, bon, bah, sera pas un Lunalight, mais on peut penser à des Orcus, on peut penser à d'autres choses. Et après, elle a un autre effet, du coup, c'est s'il y a un monstre Lunalight qui est envoyé au cimetière tant que ce monstre est sur le terrain, et bah, ouais, non, en fait, je viens de l'expliquer. C'est le monstre qui, c'est l'effet de je peux le reprendre. Donc ce qui est cool, c'est que ça peut trigger l'effet et quand même l'ajouter. Donc c'est broken. Derrière, il y a l'autre carte qui est pas mal, qui est même vraiment forte. Je me rappelle plus exactement de son effet, elle disait quoi? Elle disait, si elle envoie au cimetière, tu peux spé un Lunalight de ton deck. Derrière tes logs d'extra deck tant que le monstre est sur le terrain, sauf en Lunalight. Ça c'est vraiment fort aussi, elle peut être proc par la première qu'on a vue et par d'autres cartes. L'autre effet, c'est quand une magie au piège est activée sur le terrain, ou un effet de magie au piège, tu peux bannir cette carte et un Lunalight, une fusion Lunalight de ton graveyard, tu négates l'activation. Donc bon, c'est une sorte d'omni, bon, ça négate pas les monstres, donc ça va pas, mais ça va, et c'est quand même fort. On va dire que c'est plus une arme de fin de board qu'une arme de genre j'empêche mon adversaire d'interagir avec moi à partir d'une certaine étape de mon tour. Donc j'accepte. Ça va ou quoi sans coup? Contre Resil, en théorie, si y a un X6 en def, tu peux semaine avant Vanquish, forcer un truc, battle, tape la X6 en def, main phase 2, rock, puis X6 Vanquish, puis Zeus, puis Typhon au besoin, ça devient stylé. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal à ce niveau-là. C'est pas mal. Tu peux envoyer un name tier avec avec la carte d'avant, j'aime bien. Euh... Ouais, bien sûr, c'est vrai que ça peut servir dans le tier element, mais bon, après c'est très spécifique. Parce qu'il faudrait que t'aies d'autres darks qui se baladent déjà dans le grave et tout, ça devient difficile. Ça n'inquiète pas les monstres? Non, il y a écrit quand une magie au piège est activée. Donc quand une magie piège est activée ou un effet de magie au piège. Sinon, il y aurait écrit monster dans le truc. Est-ce que tu as lu TRLS la normal spell de Mega qui s'appelle Mega? Oui, bien sûr. Ok, donc voilà pour les Lunalight du main qui était vraiment pas mal, mais c'est surtout dans l'extra que ça va se jouer si on veut que ce soit un deck à part entière. On va d'abord lire la spell. Durant votre main phase, cette carte est activée ce tour. Cette carte a été activée ce tour, pardon. Hein? Ok, c'est une continue, j'avais pas capté. Tu peux envoyer un monstre Lunalight de ton deck au cimetière. Donc ça proc un effet de Lunalight du cimetière, donc c'est relativement fort. C'est pas du sealing, c'est pas une carte qui génère d'elle-même, c'est une carte qui va t'aider à faire un raccourci vers un autre effet de ton deck. Donc c'est relativement fair. Si tu fusionnes summon un monstre Lunalight, tu peux ajouter une polymérisation de ton grave ou de tes bannis à ta main, puis tu peux discard une carte. Donc c'est pareil, ça proc un effet de Lunalight. Et si tu le fais, ce tour, quand tu as fusion un monstre Lunalight, tu peux aussi utiliser les monstres dans ton graveyard en les bannissant. Donc ça, c'est ce qui va te permettre d'invoquer les nouvelles Lunalight Fusion qui demandent beaucoup de matériaux, de ce qu'on m'a dit, j'ai cru avoir lu ça quelque part. Et sans ça, c'est difficile d'aller accéder aux gros monstres de fin de board. Et c'est ce qui rend le deck potentiellement sensible à Lancea. Vous me dites si je raconte une bêtise, mais sans l'aspect de bannir de cette carte-ci, c'est extrêmement difficile d'aller accéder aux fusions très fortes de l'archétype, dont une qui est une sorte de tower.
Et donc, ça rendrait le deck relativement faible à Lancea, sachant que le deck a toujours des options d'X6-4, mais juste ce serait des demi-boards, ou alors il faudrait qu'il soit splash pour qu'il ait d'autres menaces. Du coup, dans les fusions, on va commencer par celle qui en théorie génère, elle a un faible niveau, une faible attaque, et elle, c'est probablement le boss monster, elle est niveau 18 000. Deux monstres Lunalight, elle est faisable sans forcément avoir besoin de cette magie. Cette carte est invoquée par fusion, tu peux ajouter une Lunalight Perfume. Est-ce que c'est ça? Non. Qu'est-ce que c'est Lunalight Perfume? C'est pas la magie qui va tuto, ça, par hasard? C'est la magie qui reborn et va tuto. Ça, c'est l'une des cartes les plus fortes du jeu Yu-Gi-Oh! Premier degré. Depuis ton deck à ta main, tu peux cibler une autre carte Lunalight que tu contrôles, tu la retournes dans la main ou dans l'extra deck. Puis tu peux invoquer spécialement un monstre Lunalight de ta main. Pas mal. Sachant que les Lunalights sont pas tous simples à faire venir sur le board. Ensuite, tu peux bannir cette carte de ton cimetière, ça c'est le troisième effet. Ce tour, les monstres que l'adversaire contrôle perdent de l'attaque égale à leur propre défense originale. Ok, elle a pas mal d'effets, elle garde quand même l'identité des Lunalight qui sont de base un archétype qui aide à OTK ou qui est fait pour tuer, donc avec le troisième effet. Sinon, sur l'effet numéro 1, bah, c'est une carte qui génère, qui va t'aider à aller résoudre des loops. C'est pas exceptionnel, c'est pas dégueulasse, c'est un accélérateur comme on en a vu beaucoup. La question, c'est à quel point est-ce qu'il est simple d'accès, surtout. S'il est très simple d'accès, cette carte deviendra ultra ultra forte, et le deck aussi. Si elle est difficile d'accès, que c'est simple de l'empêcher via des entraps ou quoi, cette carte peut devenir moins bonne. J'ai pas encore parlé du support psychique, non. Je sais pas si je vais le regarder aujourd'hui. Je crois qu'il y a le loup qui faisait déjà fusion, mais oui, toujours sensible à ça. Le loup, il me semble qu'il fait fusion aussi en bannissant, ou un truc du genre. Tu as dit X64 sauf si c'est Splash, j'ai entendu Raisi, Lunalight, Lunalight Mitsu. Ouais, bah bien sûr. T'es pas obligé de spé de la main, donc tu peux juste reprendre Tiger en main et refaire l'effet de Tiger en scale. Oui, ouais, exactement. Bah, c'est la base du deck, hein, de spammer le Tiger qui a une carte pas une fois par tour et qui a un problème. Qui est bien sûr un problème. Nanana, ok. Ensuite, pour la grosse fusion, elle demande Léo Dancer. Donc Léo Dancer, c'est qui? C'est la nouvelle? Ah, c'est l'origine, celle d'origine, ok. Je sais pas, en théorie, je pense que tu l'enverras avec Kaleido, qui peut envoyer des monstres du main et peut-être de l'extra, dans mes souvenirs. Donc je pense pas que tu auras besoin d'invoquer Léo Dancer, je pense que tu vas juste la bannir du grave, en gros, en matériel. Plus 3 monstres Lunalight. Doit d'abord être invoqué par fusion, avec les matériaux cités au-dessus. Il est unaffecté par les effets de cartes qui ne sont pas des effets Lunalight. Donc ça, c'est sympa, c'est un effet de tower, mais attention, si tu joues un mirror match, l'adversaire en théorie peut interagir avec, à voir s'il y a des Lunalight qui peuvent gérer des monstres, je sais même pas. Mais en tout cas, ouais, elle est inaffectée par les effets de cartes non Lunalight, sachant qu'elle a 3800 d'attaque. Donc rien que ça, déjà, ça la rend, on va dire, bah, costaud, compliqué à gérer, compliqué à naviguer. Le truc, c'est que bah, faudrait qu'elle ait un autre effet en plus pour qu'elle soit sympa. En l'occurrence, elle peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase et elle a un effet en quick effect. Une fois par tour, tu peux envoyer un Lunalight depuis ton extra deck au cimetière, détruire tous les monstres invoqués spécialement de l'adversaire. Bon, donc la carte, elle a tout ce qu'il faut. Déjà, c'est effectivement une arme d'OTK, mais c'est une carte de Go First qui peut t'aider à créer des demi-steps vraiment bons parce que dès lors que tu invoques ça, tu sais que si, même si tu es sous un Charmy, même si tu es sous un Droll, même si tu es sous machin, ça va être difficile pour l'adversaire de heal out et développer et te tuer. Donc pour moi, c'est les demi-boards, ça aidera les demi-boards, ça aidera les boards complets aussi évidemment. C'est du sealing en plus, mais c'est une étape qui est faisable relativement facilement. Donc au global, je trouve la carte vraiment forte. J'aime pas le fait que ce soit une tower, juste parce que j'aime pas l'idée même de dire bon bah voilà, le deck il te prive d'interagir avec lui. Lorsque la carte a touché le board, il y a probablement des decks dans Yu-Gi-Oh! Qui juste ne pourront pas la passer. Je sais pas trop comment est-ce qu'on va faire à ce niveau-là, mais bon. Le N-board, c'est 2 fois L plus Baguska en gros, vu que le Raigeki est un soft. Euh, Ah ouais. Ouais, ouais bah c'est fort, oui, c'est clair. C'est très fort. Je sais pas comment tu la passes en vrai, sauf si tu la sacrifies. Bah, Misurugi aura une option avec comment il s'appelle? Le Wuzu. Les autres decks du format, Malice peut la taper, mais bon, va falloir, vu que tu peux pas forcer l'effet, c'est difficile. Ouais, après, sinon, il y aura des autres qui sont probablement des non-engine, mais effectivement, faut voir. Peut-être qu'il y a des cartes Lunalight qui peuvent jouer en tant que staple et t'aider à la passer, je sais pas.
En gros, t'en se payer deux, une via Wolf et une via la magie continue qui te permet de ban du grave. Dans les deux cas, ça demande de ban, non? Regarde Malice Loud, si tu peux pas summon Wicked, t'es dans la sauce. Ouais, après, si tu summon Wicked, d'un autre côté, t'es free de jouer, quoi. Goddess. C'est vrai que Goddess est une option. Il y a Goddess qui est une option. Il y a peut-être du coup cette lien 3 qui peut venir aider. Non, même pas, parce que du coup, bah, elle est pas affectée. Donc, non. Mais oui, c'est vrai que Goddess, le problème, c'est que, bah, disons que ça peut forcer l'effet. Mais tu vas quand même perdre énormément de body, quoi. Kurikara. Mais Kurikara, ça la gère pas. Kurikara, c'est je prends le Raigeki et après, je peux interagir. C'est trop tard. Access Code Battle. Ouais, mais pareil, en fait, l'idée c'est que les interactions de ce type-là, qui font un Rageki, tu veux être capable de les forcer le plus tôt possible. C'est comme si je te dis Murakumo, ton out c'est Access Code. Ouais, ok, mais je vais mettre 4 bodies sur le terrain, je vais me prendre Rageki, est-ce que je vais être capable de revenir dans la game? Pas forcément. On me parle des kaiju. Le problème c'est que, oui, bien sûr, les kaiju sont des cartes convenables contre ce genre de choses-là, elles vont trade un pour un, mais je sais pas si vous avez remarqué, dans le jeu récemment, les cartes qui trade un pour un dans une menace de fin de board, bah elles sont pas super méta parce que il va falloir que tu fasses un peu mieux. Donc soit que tu trades un pour plus que un, ou alors que tu trades un pour un mais que tu génères en plus des cartes comme Tronus, des cartes comme ce genre de choses-là. Le problème c'est que les decks ils génèrent tellement en first que si tu tentes de trade un pour un, un pour un, un pour un, tu vas juste perdre. Donc ça va être difficile. Bien sûr, il y a des options les gars, je dis pas qu'elle est impassable. Je dis simplement que son effet de tower, moi, j'aurais tendance à dire que ça aurait pas dû être sur la carte. Peut-être d'autres choses, mais pas l'effet de tower. Je le trouve pas super. En plus, tu vas avoir un problème parce que dans le mirror match, pour le coup, elle est vraiment passable facilement. Donc ça donne un gros avantage au mirror match. Donc est-ce qu'on va pas se retrouver avec beaucoup de raisons d'aller jouer Luna Light, tu vois? Donc est-ce que tout le monde va pas graviter vers Luna Light du coup? Ou alors des cartes pour contrer Luna Light si les cartes sont trop spécifiques, elles seront pas bonnes contre le reste du format. Donc est-ce qu'elles seront vraiment envisageables? Donc c'est difficile. Mais au global, bah, la carte est très forte et les cartes Lunalight qu'on a lues au global sont très fortes. Maintenant, est-ce que Lunalight devient l'un des meilleurs decks du format? Je sais pas. Pour moi, l'un des facteurs les plus importants dans le Yu-Gi-Oh! Moderne, c'est pas tant que ça qu'est-ce que tu fais toi, parce qu'il y a beaucoup de decks qui sont capables de faire des très bonnes choses. C'est surtout qu'est-ce que tu. euh, quel avantage tu as pour essayer d'embêter, enfin de remonter les terrains adverses, slash interagir avec ton adversaire quand lui il va first. Et Luna Light, je trouve que dans sa manière de jouer, c'est pas l'archétype le plus strong en second qui existe. Beaucoup de ces cartes sont des continues, donc se font interagir relativement négativement dedans, notamment Tiger, notamment bah, du coup maintenant cette nouvelle magie continue, les scales en règle générale. Donc faudra voir, mais je suis pas choqué, tu vois. Genre Tiger, c'est une carte qui craint beaucoup le bannissement. On jouait Cosmic Cyclone à l'époque. Je vois pas comment est-ce que tu bats des MTP, des crypteurs, des trucs comme ça. Donc aujourd'hui, voilà, ils ont donné à ce deck-là la capacité d'aller first et de faire des bonnes choses. Le deck est 100% jouable à partir de là, comme beaucoup d'autres decks dans le jeu. Mais est-ce qu'il a les armes de second pour s'imposer comme étant l'un des meilleurs choix? J'ai pas l'impression. Je pense que le deck va être représenté, mais tant qu'il n'y a pas de ban, ça changera pas trop. Non, je pense que le deck peut être représenté, il peut être un contender du format, il peut même être l'un des meilleurs decks du format, mais il sera pas ultra dominant, ça c'est sûr et certain. Ça jouerait pas Impulse ce deck? Bah si, ça peut jouer Impulse Lunalight, tant que c'est pas Splash, ça peut totalement jouer Impulse. Et Lunalight, ils sortent en même temps que toutes les cartes qu'on est en train de regarder là, c'est-à-dire début juillet. En l'occurrence, j'ai pas la date exacte, mais il me semble que c'est, bah là il y a écrit, c'est le 3 juillet. Il y a la pré-release probablement une semaine avant. T'inquiète, Kuro. Ok. En mirror, il y a un Lunalight qui met l'attaque d'un monstre à zéro quand elle est envoyée au graveyard. Bah oui, mais bon, elle a combien de défense la Xyz la fusion? Lava Golem. Ouais, Lava Golem, mais bon, tu utilises ta plus norme, c'est une carte très spécifique. Bon, bah voilà, c'est pas terrible quoi. 3K5. Ah bah super. Ce serait juste invoqué en défense du coup. Ok, on passe à cette ligne 2 que j'ai ouverte parce qu'elle m'a intrigué et que comme elle demande un bis, je me suis demandé si c'était pas pour les Luna Light, mais au final c'est deux Light. Donc probablement pas pour les Luna Light. Elle dit ton adversaire peut pas cibler de cartes dans les zones de terrain avec des effets de cartes. C'est anecdotique jusqu'à là. Si cette carte est invoquée par lien, tu peux cibler une quick spell dans ton grave, tu la poses. Si cette carte est détruite, tu peux choisir l'un des effets en dépendant du nombre de cartes dans les field zones et les appliquer en séquence. Une, tu détruis une carte que l'adversaire contrôle. Deux, tu infliges 1500 dégâts. Tu peux pas choisir le même effet deux fois.
En gros, c'est s'il y a un seul terrain, tu vas appliquer probablement cet effet-là. S'il y a deux terrains, tu vas probablement appliquer ces deux effets-là. Carte anecdotique, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle est là. C'est pour les Yumi? Ok, bon bah ouais, d'accord. Pour l'instant, c'est pas intéressant. Pour l'instant, on s'en fout. Support runique, ça. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Eh, ouais, franchement, elle est très forte dans les runiques. La protection contre... la protection des cartes dans la zone terrain. Reposer une quick spell du grave. Franchement, c'est fort, hein. C'est limite comme si t'avais une nouvelle fusion runique. Franchement, elle est forte. C'est juste, bon, bah, va falloir pouvoir stick des bodies, quoi, mais c'est broken. Ok. Ensuite, on va lire la fin du support Gagaga, parce que comme ça, ce sera fait. Il nous manquait pas grand-chose, on avait déjà lu les monstres du main deck. Voilà. Ok. XYZ Unbreakable Barrier. Quand une magie ou piège ou un monstre à effet est activé et que tu contrôles un monstre à Xyz, négate l'activation, détache de matériel d'un de tes monstres, puis détruis une carte sur le terrain. Bon, c'est une excellente counter trap, c'est une omni negate, sous condition que tu contrôles un monstre Xyz qui est relativement simple à mettre en place, même si tu te fais interrompre. Tu négates l'activation, et en plus, tu as l'option de détacher deux d'un monstre pour détruire une carte sur le terrain, c'est très très fort. Tu peux bannir cette carte de ton cimetière, puis cibler un monstre Xyz que tu contrôles, tu vas lui donner un matériel, qui est un light Utopia ou Utopique, depuis ton cimetière. Ah, c'est qu'il y a un monstre Xyz aussi, depuis ton cimetière en, en matos. Bon, le second effet, elle est anecdotique. Elle sert surtout, bon bah voilà quoi, à faire tes trucs de bah je fais mes boards et derrière je la tuto. Vu que c'est une carte X6 dans le nom, elle est tutorisable par beaucoup de différents archétypes. Peut-être même la nouvelle X6 à voir, donc elle est forte. J'ai vu que ça se jouait avec Ryzil ça. Mais il y a probablement des manières de mettre la main dessus qui demandent juste de niveau 4, oui. Faut que tu utilises le F0 si c'est le boss monteur des Gagaga de Dodo. Est-ce qu'il est vraiment pertinent? Parce que s'il l'est pas, ça sert à rien. Genre, on ne cherche pas forcément à se mettre au courant de tout ce qui existe non plus. Ok, ensuite, Gagaga Hope Tactics. On va d'abord lire l'Exis parce que je pense qu'elle va tuto. Hein. Cette carte a un Zubaba Gagaga Go 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 et ou Dododo en matériel. Tu peux détacher un matériel de cette carte, ajoute un Gagaga, un Onomate ou une carte Xyz depuis ton deck. Bon, ça c'était logique. Ils te sortent une carte Xyz. Pour l'instant, les trucs qui tuto des cartes Xyz, c'était les putains de cartes d'extra deck, là, les niveaux 3, etc. Eux, je sais pas si vous les voyez en bout d'écran là. Donc bon, c'est logique qu'il te donne une nouvelle manière de le tuto qui soit relativement simple à invoquer. C'est bien parce que ça peut tuto une pièce de fin de board ou un extender, donc c'est sympa. Et c'est quand même sous condition qu'elle soit pas génériquement invoquée. Donc concrètement, c'est ce que Duo Drive devrait être. Duo Drive ne devrait jamais être juste de niveau 4, tu tuto n'importe quel Ryzil. Nanana. Un monstre utopique futur Xyz qui a cette carte en matériel gagne cet effet. Si elle est Xyz Summon, active cet effet, il peut faire une seconde attaque. Ok, donc c'est anecdotique, c'est vraiment juste une tutorisation. Elle est très forte quand même parce que la carte en l'occurrence qu'elle va tuto est broken. Ce que j'aime pas, c'est que je préférais que cette carte ait une interruption, soit une interruption, plutôt qu'elle aille tuto une interruption parce que ça sous-entend que tu dois aller jouer une brique dans ton deck. Et ça, c'est pas terrible. Après, vous allez me dire, dans le cadre de je go first, c'est pas tant que c'est une brique, puisque bah, c'est une non-engine, on va dire. Mais que de first, du coup. Donc, difficile à jouer en main. Si jouable en main deck, enfin, si joué en main deck, une brique en second. Salut, coucou, ça va ou quoi? J'ai vu que ça se joue avec Crazy. Ouais, bah oui, bien sûr, bah, c'est des niveaux 4. Hein. C'est des niveaux 4, donc ça peut totalement être splash avec Crazy. Gagaga Hope Tactics, Utopia ou les monstres Xyz, pardon, Utopia ou Utopie que tu contrôles, dont l'attribut original et light ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Aussi, l'adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de cartes. Ok, bon, ça c'est anecdotique, c'est dans l'aspect plus de go second de la carte. Ça force des interactions potentiellement. Ok, ça va, Meiji? Tu peux utiliser les effets suivants de Gagaga Hope Tactics qu'une fois par tour. Tu peux déclarer un niveau de 1 à 12 et cibler deux monstres que tu contrôles en incluant un Gagaga. Leurs niveaux deviennent du niveau déclaré. Ça, c'est une carte qui a l'air d'être relativement orientée l'archétype Gagaga lui-même, parce que c'est l'effet des Gagaga d'altérer leur niveau et d'accéder à tout type d'Xyz. Bon, après, dans le jeu moderne, cette carte, elle est vraiment très faible. Si tu Xyz summon un monstre Utopia ou un monstre utopique dont l'attribut original est light, tu peux cibler une carte que l'adversaire contrôle, détruis-la. Ça, c'est le genre de toolbox de go second plus que de go first.
Elle pourrait te servir à accéder à d'autres Xyz en first, mais franchement, gâcher une tuto ou une carte de ta main pour ça, c'est vraiment compliqué. La carte est catastrophique, je trouve. Vraiment bof. Elle commence tes starters en tutorisant les spells onomades plutôt. De quoi, celle-là? Ouais, oui, bien sûr. Bah, après, on a dit que une carte qui pouvait lier les Ryzil comment on appelle ça? Ouais, à l'archétype Gagaga, ou juste des 4 à l'archétype Gagaga. Bref, vous avez compris. En tout cas, elle lie des 4 à des 4 quoi. Ou alors elle peut aller tuto une interruption, donc vraiment forte. Ces deux cartes-là sont très fortes. Cette carte-là, elle est nulle, nulle de ouf. De ouf, de ouf, de ouf. Ça va pas depuis quand Yuma, il se donne des taux. C'est vrai que c'est peut-être un peu abusé, mais moi je trouve pas ça broken. C'est juste que je suis pas fan de. Je summon des Ryzil en boucle et j'active des effets d'Ixis broken et voilà. Je trouve que dans le gameplay, Ryzil, si on pouvait s'en éloigner, ça serait bon pour tout le monde. Parce que c'est vraiment trop, trop, trop. C'est de la vulgarisation du Yu-Gi-Oh! Quoi. Ça ressemble pas à Yu-Gi-Oh! Ça ressemble à Flundery, ça ressemble à Kashtira à la limite, et encore Kashtira avait plus d'aspects intéressants, mais ça ressemble à rien d'autre. Ça va que c'est splashable, donc ça rend le deck un tout petit peu plus complexe, mais bon, c'est pas foufou. Ok, il nous reste les Sky, il nous reste les Super Quantum, et après, ça c'est Sky. Une carte psychique, on pourra lire support psychique, c'est intéressante, et les cartes héroïques champions. Ok. Alors, bah, commençons par les Quantum, on finit par les Sky parce que je sais qu'il y a des gens qui sont déterminés pour les Sky Strikers. Ok. Alors, les Super Quantum, moi je les aime bien. Si vous me dites qu'ils sont pas pertinents, on les lit pas. T'avais loupé celle-là, Gab. Ah ouais? Dis-moi. Ah, mais on s'en fout. On s'en tape, non? Je m'intéresse à ce domaine depuis 2 semaines. Je peux te montrer quelques replays DB si jamais, mais ça fait des trucs très sympas. Ok, ouais, bah écoute, pourquoi pas. Tu peux m'envoyer en MP sur Discord. Ça va? Ils sont pertinents, je veux ton avis sur les cartes. De quoi, sur les Sky? Les précédentes cartes Onomatopée Gagaga sont fortes, il y a des SPK, Tuto 2, Reborn 1 ou 2. Oui, je suis d'accord que moi j'avais regardé les cartes Gagaga à une certaine époque et il y en avait des très fortes, ouais. Les Quantum, ah ok. Ok, bah vas-y, je donne mon avis rapidement alors sur les Quantum. Donc les Quantum de base, pour ceux qui connaissent pas, c'est bof, de dingue. De base, c'est ces monstres-là que vous voyez en bas à droite. Euh, qui sont des sortes de Power Rangers. Ils ont pour but de s'assembler et d'aller former l'une des meilleures exis du jeu après, qui est lui. Le truc, c'est que ce qu'il te demande de faire pour invoquer un Big Monster, c'est très compliqué, et le Big Monster a moins de valeur aujourd'hui qu'il en avait à une certaine époque. Entre-temps, il y a eu déjà une vague de support de ce dont je me rappelle. Il me semble que ces cartes-là sont relativement nouvelles. Ça avait pas pris, mais je connais pas exactement les mécaniques, ni ce dont le deck a besoin, ni ses problématiques dans le format. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste de l'estimation de cartes, genre isolées, quoi. C'est pas des Power Rangers, mais des Super Sentai. C'est quoi ça, des Super Sentai? Alors que tu peux l'invoquer grâce à El Bato. Ok. Nouvelle carte de contournement des effets de tricheur, mais ça reste du deck lotière. Ok, bon, on va voir. Cette carte est notamment que tu contrôles un super compte monstre, sauf que elle, tu peux l'invoquer spécialement, puis tu peux faire en sorte que son niveau devienne l'un des monstres super comptes que tu contrôles. À savoir que c'est un deck Xyz, et que chacune des Xyz est une toolbox de second et de temps à autre de first. Tu peux attribuer cette carte, envoyer un super quant de ton deck au graveyard, sauf un monstre dark. D'accord. Invoque spécialement un super quant depuis ton deck, sauf lui. Oh, pourquoi c'est dit 2 fois? Ok, je sais pas. Ok, bon, bah, elle a 2 effets. Elle se met sur le terrain relativement facilement. C'est un extender qui a de la qualité. Et son effet on-board est totalement broken. En plus, elle peut modifier les niveaux, donc accéder à tes toolbox de ton choix. La carte est vraiment forte, il n'y a pas grand chose à dire. Je sais pas encore quel gain tu as à envoyer un super coin de ton deck au grave en cost, mais ça a l'air broken. Et évidemment, le fait de spay n'importe quel super coin depuis ton deck, c'est très très fort. Ouais, c'est une sorte de Lunefire, ouais, exactement. Sauf que t'as pas de coup de tribut, t'as un coup qui a un bénéfice. Donc évidemment, c'est très fort. Dak, ensuite, Super Quantum Black Layer. Donc lui, c'est le mec que tout le monde a dit qu'il ressemblait à Fenrir un bout d'un moment. Et je capte parce qu'il ressemble vraiment beaucoup à Fenrir. C'est dingue. Pourquoi ils ont fait une carte qui ressemble autant à Fenrir?
En vrai, peut-être c'est nous qui surinterprétons, mais c'est même la pose et tout, même les pattes, etc. Elles ressemblent vraiment à Fenrir de malade. Bon, peu importe. Quand ton adversaire active un effet de monstre, quick effect, tu peux discard une autre carte et si tu le fais, t'invoques spécialement cette carte de ta main. Ok, cette carte t'as invoquée spécialement. Donc ça pareil, c'est une entrap d'archétype encore une fois, hein. Si cette carte t'est invoquée spécialement, tu peux spécial summon un super quantal mec beast X6 depuis ton extra deck en utilisant cette carte que tu contrôles en matériel. Et si tu le fais, t'attaches un super quant depuis ton graveyard à cette carte en additionnel, en matériel additionnel. Si elle est envoyée au cimetière, tu peux ajouter un super quant spell depuis ton deck à ta main. Ok, ça c'est vraiment, 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 vraiment broken. Non, 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 non. Mhm. Il est vraiment fort, hein. T'es obligé d'attacher? Donc t'es obligé d'avoir un super coin dans le grave ou pas? Je sais pas s'il faut déjà que t'aies un super coin dans le grave ou pas. Niveau 7 2004 c'est vraiment Fenrir. Ah oui, c'est vrai. Tu peux monter un gate pendant le tour inverse comme Canine mais au nid de l'archétype. Pourquoi seulement de l'archétype? Y a rien qui t'oblige à... Y a rien qui t'oblige à aller jouer Super Quantum ici. Si tu dois forcément. Donc en gros, il faudrait que tu sois capable de discard un Super Quant du coup. Super Quant, c'est les mecs d'origine. Ok. Bon, donc ils ont fait en sorte que ce soit pas générique et que tu sois obligé de jouer pas mal de cartes de l'archétype puisque tu dois aller discard un super quant pour pouvoir l'activer en tant qu'entrap. Bien design pour le coup. Ouais, relativement bien design, ouais. Comment est-ce qu'il faut que... Genre, c'est quoi la condition pour que celui que t'invoques, il fasse un Veiler? Une fois par tour, tu peux détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre effet sur le terrain, negate l'effet jusqu'à la fin de ce tour. C'est un quick effect si tu as Quantum White Layer en matériel. D'accord. Donc en fait, je viens de me rappeler, effectivement, en gros, ils ont des effets et ça devient des quick effects si t'as la bonne couleur attachée. Donc lui, c'est pas vraiment une entrap, c'est plus une génération pendant le tour adverse à la limite. Si t'as déjà accès à tous dans le graveyard, ça devient une interaction de la main. Mais pour que ce soit vraiment une entrap, faudrait qu'elle soit activable dès le tour 0. Pour ça, faudrait que tu la combines à la bonne couleur, dans la bonne situation. Ça devient beaucoup plus difficile. J'ai imaginé un mec me summon à niveau 1, il a transformé en niveau 4 into Duo Drive, j'ai vraiment des PTSD. Ouais, bah, bien sûr, hein. Le bleu, même le bleu est bien. Le bleu est bof, c'est un typhon d'espace mystique, le bleu, dans mes souvenirs. Lui, là. C'est une ulti d'OTS d'ailleurs, lui, les gars, hein. Je sais pas si vous le saviez. Les Xyz, c'est Negate, blanc, pet rouge, bouc vert et pet MP bleu. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Pas dégueulasse, mais bon, de là à rendre le deck bon, non. Vraiment pas. Il reste quoi? Il reste ça, qui est une quick de l'archétype. Active un de ses effets, mais tu peux utiliser les effets de cette carte qu'une fois par tour. Target un monstre en position d'attaque, change-le en position de défense. Je vois pas trop l'intérêt. Ou alors, si tu contrôles un super quant, tu peux Special Summon un autre super quant de ton deck qui a un attribut différent du monstre que tu contrôles. Ça, c'est vraiment fort. Et le dernier effet, c'est pose une piège super quant de ton deck. Elle peut être activée ce tour. Ok, donc les deux derniers effets sont très forts. Le premier, il est anecdotique, de prime abord. Non, franchement, le deck est pas mal, mais bon, faut voir comment est-ce que tu joues des mains où bah t'as pas les bonnes cartes, quoi. Faut pas oublier que là, c'est au maximum 9 cartes. Si on part du principe que la quick est ok, faut pas oublier que c'est construit sur un archétype qui est vraiment, genre, très très faible. La piège super quant, c'est force, t'oublies que les pièges super quant sont archi-nazes. Ouais, bah ok, oui, bah super. Berserker, ça sort le 3 juillet, mais il y a il y a les pré-releases une semaine avant. Ok, bon, pas mal, pas mal, pas mal. Franchement, c'est pas dégueulasse les super quants. Moi, je les aimais bien à l'époque. C'est un deck que j'avais, quand j'étais vraiment jeune, c'est un deck que j'avais regardé un petit peu. Mais franchement, bon, c'est vraiment, 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 vraiment pas une dinguerie, hein. Vraiment pas une dinguerie. Mais c'est cool. Non, pas en même temps que Canine. Canine, c'est août ou septembre. Maintenant, on arrive aux cartes Sky Striker. Et après, on aura des cartes random à lire, mais ce sera pas super intéressant. Limite, on pourrait s'arrêter après ça en théorie. Bon, les cartes Sky, moi, je sais pas trop quoi en penser. Il y en a que je connais les grands principes. Il me semble qu'on les avait déjà lus à un moment X ou Y.
Le souci, c'est que je sais pas si ça va aider, donc on va les redire, hein, mais je sais pas si ça va aider Sky en tant qu'archétype ou Sky en tant que deck splashable. Est-ce que vous, déjà, vous avez un avis là-dessus? Parce que je les lis pas de la même manière si c'est dans l'optique de rendre Sky splashable plus fort ou si c'est dans l'optique de rendre Sky pur plus fort. Je suis déçu, 3 displays d'ouverture de BLLM, j'ai eu une Starlight et pas 9. Ah merde. En tant qu'archétype, Super Vanquish, on a déjà lu, ouais. Splashable. Pour vous, c'est plus splashable que en tant qu'archétype? Vous me dites tout et l'inverse. Je dirais que ça va être bien plus Sky pur. Les deux, mais il faut la camélia. C'est quoi la camélia? En vrai, aucune idée, je pense que ça va être les deux. Camélia, c'est quoi, les gars? Pour un splashable, il y a une Moonlink qui arrive. Une Moonlight qui arrive. Comment ça, genre une carte qui n'est pas, enfin, qui n'est pas Sky, mais qui te permet d'accéder au Sky, en gros? XS4 Turbo. Ok, vous me dites tout et l'inverse, donc c'est difficile pour moi d'avoir une opinion comme ça. DAC, bon, lisons ça. Il manque plein de liens qu'ils ont au CG et pas nous au TCG. Ok. En tant qu'archétype, ça donne beaucoup de vitesse au deck. Bon, déjà, les problèmes de Sky, genre en tant qu'archétype et en tant que engine splashé. En tant qu'archétype, Sky, le souci, c'est qu'il ne fait rien. Concrètement, c'est un deck où tu peux pas, dans le jeu moderne, faire normal Ray à toi. Genre, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire norm Ray, je pose une encre, un char canon, je passe mon tour en end phase, je fais Ray, j'invoque Shizuku, je tuto une engage à toi. C'est inenvisageable. Le deck a rien pour générer. En fait, il ne fait rien, quoi. Genre, c'est pas possible. Les decks d'aujourd'hui sont trop rapides. Genre, le board que je viens d'écrire, c'est un board que les gens font grâce à leur non-engine, pas grâce à leur engine. Donc, tu peux pas faire ça. Les bons points en tant qu'archétype, c'est que ça a une super toolbox. C'est que dès lors que tu commences à te développer, là, pour le coup, tu fais des choses incroyables en second, même dans un format moderne. Je dirais que sa faiblesse, c'est son first. Il lui faut des steps de first en premier. S'il a des steps de first en premier, le deck devient intéressant. Son autre problème, c'est que il a besoin d'être composé de beaucoup d'engines slash de spells. Et donc souvent, il a été bien plus joué lorsqu'il était joué en pur comme un archétype de board breaker pour synergiser avec le fait que derrière les cartes Sky, il gagnait des effets supplémentaires, plus que comme un deck qui était capable de jouer des end-traps. Lorsqu'il était joué comme en jouant des end-traps, c'était dans des formats très lents, ce qui est plus faisable aujourd'hui. Donc pour moi, c'est impossible de rendre Sky Striker méta. Littéralement impossible. Genre, je vois pas ce que deux cartes peuvent faire pour rendre Sky Striker méta en tant qu'archétype pur. Maintenant, ça peut correspondre à un format très spécial, mais ça restera à des années-lumière de ce qui se fait en termes de puissance dans le jeu actuel, je trouve. Par contre, en splashing, l'archétype, il est broken, genre totalement broken, parce qu'il a drone, que donc Engage, c'est deux monstres en théorie, et rien que ça, c'est vraiment fort. En plus, la Engage, elle est genre, en plus de générer des bodies, elle peut aller chercher des toolbox. Donc, elle a cette versatilité. Donc, en splashing, ce qui lui manque, c'est pas grand chose. C'est juste qu'elle revient de temps à autre. Quand invoquer des bodies génériques, c'est très fort. Tout simplement. Donc, on l'a vu notamment dans Malice. Ensuite, lisons les cartes. Sky Striker 0. Tu peux l'invoquer qu'une fois par tour. Ne peut pas être utilisé en lien matériel. Cette carte est invoquée spécialement. Tu peux ajouter une carte Sky Striker. Donc, déjà, ça heurte le splashing. Ça, typiquement. C'est un effet que tu n'aurais pas voulu si l'objectif c'était de le rendre splashable parce que tu aurais voulu faire engage pour drone met deux body et derrière tu invoques cette carte là potentiellement. Mais là maintenant ton body derrière que tu as summon, bah, il n'est pas ultra fort et bon. Après de toute manière en second cette carte elle n'a pas l'air d'être la plus pertinente. Elle demande deux monstres qui est Striker Ace en plus. Donc pas un monstre qui est Striker Ace plus un mais bon. Tu peux ajouter une carte Sky Striker spell depuis ton deck ou ton graveyard à ta main. Donc ça c'est évidemment très fort, mais dans le jeu moderne c'est loin d'être broken. Quick Effect, tu peux tribute cette carte avec spécialement une rayée et une rose depuis ton deck et ou ton cimetière, puis tu peux détruire une carte sur le terrain. Au global, la carte elle est ultra forte, mais la réalité c'est est-ce que ça rend le deck puissant? Juste la présence de cette carte là? Moi j'aurais tendance à dire que non. Franchement, j'aurais tendance à dire que non. Je pense qu'aujourd'hui, tu donnes 0 à Sky Striker, ça ne le rend pas méta. Vraiment, vraiment pas. Peut-être que c'est moi qui me trompe, mais le splashing de Sky devient pas particulièrement meilleur avec cette carte. Ça débloque des situations, mais il faudra jouer encore plus de cartes Sky. Dans le jeu actuel, je vois pas un deck aller jouer une engine Sky Striker de toute manière. Peut-être Malice et encore. Le fait que derrière le body soit pas linkable, ça rend le truc un peu bof.
Et le reste du deck est trop nul en fait, les gars. Le reste du deck est trop nul. Et tu te fais interrompre tôt. Et du coup, cette carte, cette step-là, elle arrive trop tard. Deux monstres. Mettre deux monstres sur le terrain. Faudrait que tu joues Sky Striker pur pour jouer Raillé. Que tu sois capable en gros de l'invoquer via Ray directement. Mais derrière, il est plus utilisable comme matériel lien. Donc c'est-à-dire que derrière, t'es bloqué avec ton Extra Monster Zone. Donc c'est pour ça qu'elle dit tu peux l'attribute pour SP2, nanani. Dans Sky pur, c'est pas mal. De là à rendre le deck méta, je pense pas. Splash dans au niveau du splashing, c'est très bof. Donc j'aurais tendance à dire que c'est une très bonne carte. Encore plus pour Sky, mais ça rendra pas le deck méta, à mon avis. Maintenant, moi, on m'a dit l'inverse. Ce qu'on me raconte à gauche et à droite, c'est que Sky, c'est un vrai deck. Moi, comme ça, j'aurais du mal à le voir. Mais n'oubliez jamais que mon opinion, c'est l'opinion d'un mec qui lit des cartes. Et voilà, hein, je suis pas ultra pertinent. Je suis pas. Voilà, je peux me tromper, quoi. Hum. C'est pas un Turbo Duo Drive? En théorie, oui, mais en réalité, est-ce que tu vas vraiment jouer Sky mélangé avec des Ryzil? Je pense pas. Par contre, c'est vrai que ça peut t'aider à faire des fins de board parce que non seulement tu vas sur zéro, tu tutoies une pièce d'archétype, mais en plus derrière tu peux aller faire un Bagooska ou aller faire, tu vois. C'est plus pour moi une X64, un X64 Maker, donc donner des fins de board à Sky, que vraiment autre chose. En théorie, ça aide vraiment le first de Sky pur. De là à rendre le deck méta, je sais pas, mais ça aide vraiment le first de Sky pur. Donc c'est pas mal. Dis-toi qu'on est déjà avec tous les decks OP qu'ils ont, Sky Striker à sa place, genre 5-6ème, alors que Yumi, Dragon Tail, alors que Vanquish, etc. Ouais, mais des fois, c'est difficile quand on lit des cartes parce que il y a vraiment tout type d'opinions dans le chat et c'est difficile de lier les opinions. Mais il faut que arrêter vraiment de prendre en compte l'OCG. En tout cas, ici, c'est pas l'objectif. Je m'en fiche. En OCG, ça peut être le meilleur deck et genre en mode tier 0, en mode si tu joues autre chose, tu perds et ça n'a aucun rapport avec ce qui va se passer en TCG. Euh, le card pool n'est pas le même, blablabla. On en a déjà parlé il y a moins d'une heure, donc voilà. Nanana. Tu peux utiliser qu'un seul des effets par tour et une fois ce tour. Ah ouais, en plus. Bah, la carte. Moi, je l'estimais en mode je pouvais faire les deux effets. Donc, t'imagines ce que j'en pense si tu peux faire qu'un seul des deux effets. C'est très bof, honnêtement. C'est très bof. Nanana. Si ça va faire des trucs, SP2 niveau 4 avec une engage, c'est fort. Ouais, bah écoutez, peut-être que je me trompe, hein. Skill Striker alternative, Lemnis Gate. Target un nombre de cartes Skill Striker Ace, monstres et de spells dans le graveyard, tu les shuffles dans le deck. Donc tu as cible de monstres, tu dois cibler de magie, etc. Puis tu peux retourner dans la main jusqu'à une carte du terrain pour chaque 3 cartes reshuffle. Donc si tu reshuffles 3 monstres, 3 magies, tu peux reshuffle une carte du board dans la main. C'est un nouveau type d'interruption pour Skill Striker qui avait potentiellement un peu de mal à gérer les body on board sans les voler, ce qui n'était pas tout le temps la meilleure option. Donc c'est une bonne carte. En plus, ça aide en théorie en second, mais c'est pas la meilleure parce qu'il faut déjà que tu flood un peu le grave. En plus, ça t'aide à recycler tes liens, etc. Donc la carte est vraiment forte. Overall, c'est une bonne carte. J'ai pas grand chose à en dire de plus. C'est pas ça qui rendra Sky méta, mais c'est sympa. Si un monstre Sky qui est invoqué sur ton terrain, si un monstre Sky est invoqué sur ton terrain, tant que cette carte est dans ton cimetière, tu peux bannir cette carte immédiatement après que cet effet se résout. Link summon un monstre qui est Striker Ace. Ok. Euh... Ouais. Je sais pas trop quoi penser du second effet. Peut-être c'est pour pouvoir faire des liens pendant le tour adverse. Ouais, je sais pas trop quoi penser de ça. Peut-être que c'est pour pouvoir faire Zeke pendant le tour adverse ou Azalea pendant le tour adverse. Moi j'aime bien le fait surtout que pour le coup, t'es pas besoin d'avoir 3 spells dans le grave. Même si en théorie, puisque tu dois aller retourner un nombre de Scale Striker spells up to 3, en théorie tu dois avoir, mais c'est pas explicitement dit. Ça sous-entend que t'es pas forcément obligé d'aller jouer un max de spells dans le deck. C'est plus en rapport avec le nombre de cartes de l'archétype que tu vas réussir à mettre en rotation. Donc bon, pas mal, mais ouais, le second effet, en gros, ça apporte 2 lignes d'interruption potentielles. C'est pas dégueulasse. C'est pas super fort, mais c'est pas dégueulasse. Ton tour 0 termine sur 0 en extra monster zone et ça au graveyard, c'est un peu faible. Comment ça? T'es obligé de ban 6, mais du coup tu bounce 2. Comment ça ban 6? Si tu shuffle 3 et 3, tu bounce 2, non, vu que tu shuffles 6 cartes. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Je me suis mal exprimé.
De ce que j'ai entendu, c'est vraiment plus cette carte qui rend le deck solide que l'alien. Oui, mais en fait, c'est logique, les gars. Parce que regardez ce que je vous ai dit au départ. Je pense que c'est un cumulé des deux. Mais regardez ce que je vous ai dit au départ, là, quand on parlait des manques de Sky pur. Ce qui manque à Sky, c'est que déjà, tu as un problème de gestion de body quand tu vas first. Tu as un problème de seeding. Tu génères pas assez. Et ce que j'entends par là, c'est pas forcément des ressources en termes de body présence ou quoi, c'est surtout des interruptions. En plus de ça, tes interruptions qui sont relativement faibles, bah, elles perdent encore de l'intérêt, encore plus d'intérêt si t'as pas 3 spells en rotation. Pour avoir 3 spells en rotation, t'es obligé d'aller remplir ton deck de spells qui servent quasiment à rien et qui te réduisent ton deck count. En gros, t'as plus la place de jouer une bonne line-up de non-engine. Dans un format aussi rapide que celui actuel, c'est foutu en fait. Le truc, c'est que cette carte-là, c'est une interruption qui n'est pas obligée d'avoir 3 spells dans le grave. Donc, c'est plus dans le sens de pouvoir aller jouer une line de non-engine normale avec le deck et de pas avoir à générer des tonnes quand tu go first pour avoir des interruptions qui ont de la gueule. En plus, en une carte, tu génères jusqu'à une à deux interruptions en fonction de ce que tu arrives à mettre autour. Donc, en soi, c'est pas mal. Puis, Boon, c'est quand même l'une des interruptions les plus fortes du jeu. Donc, en soi, c'est une bonne carte. Voilà, c'est vraiment une bonne carte. Pour le coup, celle-là, combiné au fait que tu aies une tutorisation possible ou un X64, ça aide quand même le first. Ça donne au deck un peu plus de ceiling, un peu plus de génération. Donc c'est pas mal. Maintenant, je sais pas. Je vois bien le deck s'imposer dans un format. Parce que Sky, il a des particularités très fortes qui peuvent le rendre broken. Et aussi, c'est un deck qui est vraiment... où on va dire que plus le joueur est fort, plus tu vas vraiment gagner du win rate. Donc ça, c'est très intéressant en règle générale. Maintenant, de là à dire c'est un deck du niveau de puissance de ce qu'on a aujourd'hui dans le jeu, non. Non, ça, je peux pas le dire. En tout cas, je pense pas. Euh... 0 speed, 0 speed 2 pendant le tour adverse, donc proc le trigger de cette quick qui va faire Zeke au Azalea. Oui, voilà. Depuis 2019, Sky peut dégueuler sa main pour float le graveyard. Est-ce que c'est worse derrière? Pas sûr. Faut pas oublier que Sky veut garder 3 MP au grave. Bah, moins maintenant, t'en as moins besoin puisque tes interruptions sont moins centrées là-dessus. Reasoning into la nouvelle quick spell, c'est broken en fait, je viens de réaliser. Oui, mais bon. Oui et non. Dans le sens où au final, c'est pas plus broken qu'activer un Dark Lord à mort, tu vois. En second. Et même en first, Witch peut bonus 18, mais le mec il va te la forcer avant, tu vois. C'est pas. Puis Reasoning, le mec va dire 4, tu vas rien spé, donc si t'as juste meulé des cartes de ton deck, c'est pas terrible. Puis si tu joues des N-Trap, c'est quasiment injouable même. Nanana. Oui, c'est bien dit ça, Steelfield. C'est un niveau de puissance de Super Quantum, c'est bien pour pouvoir faire des battles Tartwheels. Non, je pense que le deck a plus de potentiel que Super Quantum de très loin, mais de là à le rendre ultra méta, je sais pas, ça va dépendre du contexte. Les cartes sont ok en tout cas. Le problème de cette carte, c'est aussi qu'elle peut enlever toutes les magies du cimetière. En fait, là où ça va être très fort, Sky, les gars, c'est comme d'habitude, c'est s'il peut jouer une line-up de non-engine qui simplifie assez le game state pour que derrière ça se joue, on va dire au grind, le deck va être extrêmement fort. La question, c'est est-ce que c'est faisable dans le jeu actuel? Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, Ryzen Mitsurugi, c'est difficile d'aller jouer une line-up de non-engine qui va vraiment genre, faciliter le game state. Si Malice peut le faire, c'est parce qu'il a énormément de place en non-engine, ce que Sky peut avoir en théorie, mais c'est aussi parce que derrière, il a un bon ceiling, donc il va être capable de reprendre le contrôle de la game et tout, tu vois. Et parce qu'il a accès à Impulse, je sais pas si Sky ça a accès à l'une ou l'autre des Dominus, tu vois. T'es pas restreint en main Monster Zone comme les anciennes magies. C'est vrai. Faut Mystic Mind pour Sky, sinon c'est dead. Non, non, non. Tu peux l'activer même si t'as des monstres en main Monster Zone. Ouais, c'est sympa. Le deck est bien meilleur dans le format du Hunter qui est plus lent. Actuellement, je suis un peu sceptique. Oui, oui. Mais en tout cas, c'est un support qui rendra Sky méta un jour ou l'autre. Et c'est quoi la lien qu'ils ont eux et qu'on n'a pas nous, Camélia? C'est quoi ça? Hum. La question c'est, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la question c'est est-ce qu'il est capable de ralentir la game state assez? Est-ce qu'aujourd'hui, dans le jeu, tu peux jouer une line de non-engine qui ralentit assez le game state pour que derrière tu prennes l'avantage avec tes Sky? Et aujourd'hui, comme ça, si je devais donner un avis, je dirais plutôt non. Si tu fais purge, il n'y a plus qu'Aegris, si tu fais Impulse, il n'y a plus la nouvelle Link. Ouais, puis il n'y a plus Ray, il n'y a plus rien. Donc, j'ai pas l'impression que c'est avec ça, Dominus. Must be first Link Summon, you can use game Spartan. Une fois par tour, si tu as 3 ou moins spells dans le graveyard, tu peux envoyer une carte Sky Tracker de ton deck au grave. Cette carte t'envoie au cimetière, tu peux cibler un monstre que l'adversaire contrôle.
Invoque spécialement cette carte du terrain adverse. Mais tu prends le contrôle du monstre adverse. Ok. Ah non, tu envoies le monstre au cimetière. Ok, c'est une bonne carte, ouais. C'est vrai que ça aiderait le deck. Pas fou, mais ça aiderait le deck. En gros, on utilise ont deux cartes de first pour Sky qui permettent de charger le grave et de mettre des interruptions soft, mais des interruptions. Ok. Bah, malheureusement, on les a pas. Donc aujourd'hui, on doit composer avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, ça me donne pas de grands espoirs. Mais ça se joue à rien. Ça se joue à rien. C'est plus qu'est-ce qui se passe au niveau des autres decks que qu'est-ce qui se passe chez lui. Sky, il a les armes pour être méta. La question, elle est pas là. La question, c'est est-ce qu'il peut imposer à l'adversaire d'être aussi lent que lui? Si oui, bah c'est le meilleur deck du jeu. Voilà. Dak, ok. Bon, ça, on l'a déjà lu. Ça, c'est les cartes héroïques. C'était plus pour galerie qu'autre chose. En vrai, je m'en fous un peu. Psychic Sky Blaster. Durant la main phase, quick effect, tu détruis de cette carte. Tu cibles un monstre que l'adversaire contrôle. Tu le changes en position de défense. C'est très fort. Ces cartes t'envoient au cimetière. Tu peux cibler une carte posée. Détruis-la. Bon, anecdotique, mais ça fait une X6 5 en plus. Pourquoi pas? Oui, on a passé les Vanquish. Et ensuite, il y a une fusion Primite. Un monstre primite plus un monstre normal, gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre normal utilisé pour sa fusion. Négate les monstres. Ah, négate les effets de monstres que l'adversaire contrôle, pardon, dont le niveau, rang ou lien est plus petit ou égal au nombre de monstres normaux dans ton cimetière et sur ton terrain. Ils veulent faire de primite à un deck à part entière? Tu l'envoies avec Ext. Ah ouais, c'est sympa, ça peut péter une posée. Ouais, ouais, c'est fort, j'avais pas pensé. Effectivement. Tu peux faire une note tier list pour dire pour toi quel deck a le potentiel d'être bon pour le CDE. Ce serait contre-productif pour vous. Je peux le faire, ça va vous divertir, mais en réalité, ça va vous mettre plein de mauvaises idées dans la tête, sachant que j'ai pas les connaissances nécessaires dans ce format pour vous donner des opinions qui sont vraiment travaillées. Je peux vous dire des impressions, mais le truc, c'est que je sais pertinemment que les gens derrière vont le prendre pour des faits et c'est catastrophique. Donc, je préfère ne pas le faire. Je vous donne juste des opinions construites, mais je vous fais pas de vulgarisation alors que j'ai aucune idée de ce dont je raconte. En tout cas, pas assez travaillé. Secteur de t'envoyer du terrain au cimetière, tu peux invoquer spécialement un monstre normal depuis ton deck en défense. Ok, bon, je sais pas trop ce que ça donnera, les primites en tant qu'archétype un peu plus pur, mais de toute manière, c'est super intéressant à splasher, donc les primites sont cool, c'est sympa. En gros, je fais ça pour contrer Yumi en OCG. Après son Yumi dans la méta, je sais pas si c'est jouable. Pourquoi tu... Ah oui, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai qu'en théorie, les Yumi, c'est des petits niveaux. C'est pas faux. Alexis, tu peux la faire dans Canine pendant le tour adverse avec la trap d'archétype, c'est strong. Oui, je me doute que le fait que ce soit en 5, c'est un rapport avec les canines, mais pour l'instant, on les a pas. T'as vu le nouvel archétype basé Wing Beast? Non. C'est dans Duad? Si c'est pas dans Duad, je regarderai pas aujourd'hui. La magie de fusion est hyper bizarre. J'ai pas regardé la magie de fusion. C'est une piège de fusion, non? Non. Bah, je sais pas, y a pas de magie de fusion. Ah, c'est elle? Primi de fusion. Fusion summon un dragon de ton extra deck en shufflant les matériels depuis ton terrain, graveyard ou banni, en incluant un monstre normal. Tu peux bannir cette carte de ton cimetière, ajoute un niveau 5 ou plus Primite depuis ton deck ou ton graveyard à la main. Il essaie de faire en sorte que Primite soit un vrai archétype à lui-même, je sais pas s'il le sera un jour, mais en tout cas, c'est des bonnes cartes qui sortent. Donc ça se fait. Ça se fait. L'archétype Typhon d'espace mystique. C'est ça l'archétype Wing Beast? Je sais pas. Ok, bah on a fait le tour du coup, pour le coup. C'est dans Doom of Dimension. Bon, on lira une autre fois. Excusez-moi. Ok, on a fait le tour, franchement. Pas mal, hein. On a des bonnes cartes dans ce set. Moi, je trouve que ce set, il est costaud. Pas parce que il y a un truc, il n'y a pas une chase card où, tu sais, on va tous foncer, la carte va valoir 100 balles et basta, et le reste de l'extension sera nul. Je pense que c'est plus une extension où il y a quand même à boire et à manger. Si tu regardes le set comme ça, tu vois, franchement, bah, les Lunalight sont pas mal, les Dododo, les machins sont pas mal, les Art Megia sont pas mal, les Psychiques on les a pas lus, mais vous me dites que c'est ok, il y a du support Monarch, je pense pas que ce soit méta, mais ça peut servir des gens, le support Quantum pareil, les cartes Vanquish, il y a quand même du potentiel que ce soit pour maintenant ou pour après, et derrière il y a du support un peu générique, il y a du support Sky, il y a du support Primite, et les Art Mega prennent une grosse partie de la display, mais au global, moi je trouve que c'est une très bonne extension. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment pas mal. Grave chaud de commencer à regarder Art Megia en tout cas. Bah, c'est sûr que là, je sais pas si c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que je pense que c'est peut-être plus intéressant qu'on utilise le temps qui nous reste pour regarder ce qui s'est fait au national italien. Comme ça, on aura fini avec
le national italien, etc. Et on pourra tranquillement se poser à partir des lives de demain sur d'autres choses. Sachant que cette période des nationales, elle se termine avec le national UK et le national allemand qui ont lieu le même jour, si je dis pas de bêtises, le même jour que le national belge aussi. Donc en théorie, j'ai réfléchi parce que enfin, j'ai réalisé ça hier ou avant-hier comme un con. En fait, si on fait un live dimanche, on a les trois nationaux regardables en même temps. Ou je suis bête. Bon, ils seront peut-être pas au même. Ils vont peut-être pas s'enchaîner bien ou finir à la même heure, mais en théorie, on a les trois nationaux, non? Et si c'est le cas, et que bah, il y en aura deux qui seront streamés au minimum, l'Allemagne et l'Angleterre, je pense qu'on devrait faire effectivement un live toute la journée, limite. En vrai. Parce que du coup, il y a quand même beaucoup plus de contenu que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ce que ce soit que le live allemand. Et là, pour le coup, ça, moi, ça m'intéresse bof. Mais s'il y a les trois nationaux la même journée, on peut se retrouver dès tôt le matin. Alors peut-être pas 9 heures, faut pas abuser, mais on peut se retrouver genre dès 11 heures par exemple, c'est le début des c'est la fin des rounds. On peut regarder ce qui s'est passé dans les dernières rounds, ce qui s'est passé lors des day one, etc. Vol stream le belge. Ouais, Vol stream le belge de là-bas, ouais. Je crois, enfin en mode en chaîne officielle, je crois. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous serez plutôt pour ou pas? Parce que, bah, en théorie, Vince l'aurait fait. Et dans ce cas-là, moi, je l'aurais pas fait parce que ça sert à rien de split, entre guillemets, les points. Autant que il aille le faire lui, c'est son domaine, etc. Mais vu que Vince fait le UK, en tant que participant, bah, autant que quelqu'un le propose. Donc, autant qu'on le fasse. Ok, d'accord. Dès le round 3, c'est bien, on dégage les decks bizarres. Non, moi, je viendrai pas samedi, les gars, hein. Commencez pas à croire que samedi, on va regarder le Day 1 ensemble, hein. On va se brancher dimanche et regarder le Day 2 ensemble. Ça, oui. C'est ici que sont les Morganites. Ouais. Je crois que c'est là-dedans qu'il y a les Morganites, mais on les a pas lus. C'est quoi le site où tu regardes les cartes? Ça s'appelle Card Cluster. Et c'est franchement un putain de site. Alors pour toi, quel deck a une force dans une méta rapide? Petit bilan. Petit bilan. Pour moi, ils ont tous un potentiel. Si je devais dire les meilleurs, le mieux de ce que j'ai vu là, ça se joue entre Lunalight et Artmesia, à ma petite échelle, à mon petit avis. Les Dododo ont un vrai potentiel avec les Ryzil et les Sky, c'est gros points d'interrogation en fonction de ce qui est nécessaire dans le format pour ralentir les games. Au-delà de ça, les Primites, je pense que c'est anecdotique aujourd'hui. Les Psychiques, je les ai même pas lus. Les Quantum, c'est plus fun qu'autre chose, même si c'est fort, hein. J'ai oublié quoi? J'ai oublié quoi? Bah, j'ai fait le tour là, non? Après, il y a plein de trucs que j'ai pas lus, hein. Les nouvelles, j'ai pas lu. Les psychiques, j'ai pas lu. Les monarques, j'ai pas lu. Je verrai avec du temps. Orcus. Orcus, c'est un petit potentiel, mais ça sort pas au jeu, ça sort pas avant l'Europe, donc j'ai pas trop d'opinion. Tu peux lire les monarques pour terminer? Non. Vanquish. Vanquish, je pense que ça. Si tu veux jouer Vanquish, tu peux jouer Vanquish. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est un contender pour être le meilleur deck du format? Je pense pas. Ouais, je sais que ça sort le 28 août, c'est pour ça que je dis que j'ai pas d'avis sur les Orcustes, parce qu'on s'en fout, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'info. En vrai, ça fera du bien, on verra peut-être d'autres choses que Malice ou Ryzil. Oui, par contre, ça c'est sûr, ça va augmenter encore la diversité, dans un format qu'il était déjà, mais c'est vrai que compétitivement, ces deux decks-là, ils dominaient quand même, les variantes de Mitsu et Malice. Donc là, on va avoir d'autres possibilités. Je pense que les gens, sur un Europe, sur un NAWCQ, il y aura pas mal de gens qui vont jouer des decks différents de ce qui va être considéré comme les meilleurs decks. Pas forcément par choix, mais plus parce qu'ils vont se faire happer en mode moi je pense vraiment que Vanquish c'est trop fort pour le CDE, ou moi je pense vraiment que machin c'est trop fort pour le CDE. Peut-être que ce sera vrai, mais je pense que dans le lot, il y aura beaucoup de decks qui seront sur hype pour rien. Et ça va faire une méta très diversifiée, donc je pense qu'ils sont très contents qu'on ait mis de ça. C'est à quelle date l'Europe? C'est fin juillet, dernier week-end de juillet, il me semble. Pour le coup, j'ai testé Artmegia. T'es trop limité à ce que Medus ne soit pas un Artmegia. Genre, si t'as un start Medus qui n'est pas le terrain, il te faut un deuxième starter, sachant que le deck en a que 12, sinon c'est pas Stern. Ouais, ouais, on s'intéressera à Artmegia quand on aura le temps. C'est pas vraiment aujourd'hui. Moi, je pense que le deck il a un potentiel. Maintenant, c'est juste en lisant les cartes. Faut voir ce que ça donne dans une decklist au global. La vérité, c'est pour moi le mieux dans Yu-Gi-Oh! Normal que le deck. Par contre, c'est normal que les gens utilisent le deck du moment. Ah, collé au troupe top. Franchement, c'est possible, Beatrooper, c'est fort, hein. Non, je veux pas le lire, Neverghost. Il faut pas oublier la possibilité d'avoir une banlist. Ça, c'est en lisant ça, vous vous rendez compte qu'il n'y aura pas de banlist.
En tout cas, appliqué avant le CDE. Vous vous rendez compte? Il n'y aura pas de ban, c'est du 100% là. En fait, ils ont sorti une extension qui fait quand même, qui change quelque chose au format. À partir de là, ils ne vont pas vouloir faire de banlist avant. Il n'y en aura pas. Appliquer avant le CDE, j'y crois pas. Annoncer avant le CDE, j'y crois. J'y crois. Appliquer avant, non. Je pense pas. Ok. Bah écoutez, on a fait le tour. En rapide, mais on a fait le tour. On pourrait s'arrêter plus longtemps sur chaque carte, farmer le contenu entre guillemets et tout, mais c'est vraiment pas ce qui m'anime. Donc, je pense que ce qu'on devrait faire là, c'est regarder un peu ce qui s'est passé à l'italien. C'est un tout autre sujet, ça n'a rien à voir. On change un peu de contexte, mais comme ça, on finit avec ça, sachant que dimanche, on a les derniers nationaux, et après, tous les autres streams, ce sera branché, duad. Soit on s'intéressera à des choses qui existent déjà, soit du contenu qui a été créé relativement à ces archétypes. On verra. Je vais aller sur YGO Pro Deck pour regarder un petit peu les decklists de l'italien. Déjà, ce qui m'a choqué, c'est vrai que c'est fou de pouvoir dire ça, mais c'est que Lorenzo Muselli n'a pas top. Alors que il gagne tous les Italiens depuis les deux derniers en fait. Il en avait gagné deux de suite. Donc ça, c'est étonnant. Moi, je m'attendais à ce qu'il gagne, évidemment. Mais il s'est fait sortir en top 16. J'ai vu une game de lui en top 32. Ou ouais, je crois que c'était en top 32. Et il a extrêmement mal joué sur le peu que j'ai vu de la game. Donc j'étais vraiment étonné. J'ai vu sa liste Malice. Je sais pas si je peux lier son approche du format au niveau qu'il a affiché dans ce feature match, sachant que ça peut être juste des erreurs isolées ou du stress, c'est pas obligé d'être forcément relatif à son niveau. Moi, j'aime pas son approche du deck. Au global, je la trouve pas ultra pertinente, mais c'est pas catastrophique, ça c'est sûr. De toute manière, en règle générale, les builds des Italiens, je les trouve pas super, overall. Nanana. Bon, bah j'abandonne Melodius pour Lunalight, ça a l'air strong. Ah. Nanana. Tu feras les tournois de la DAC avant le CDE. C'est quand le tournoi de la DAC? Et c'est où le tournoi de la DAC? Et c'est quoi le tournoi de la DAC? Désolé, je sais pas les infos. En vrai, Gapset pour le contenu, tu peux brûler le poulpe derrière. Non, 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 non. Non, non. Les joueurs CDE du time, sans rigoler, tu verrais le nombre de cartes de time. Ouais, j'ai vu qu'à l'Italie, à ce qui paraît, ils avaient tous des sisters dans leur side et tout. Bon, bah, voilà, ils font ce qu'ils veulent, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est dommage, parce qu'à regarder, c'est pas beau, tu vois, mais bon. C'est vrai ça, Rika, c'est vrai. Ok, hop. Alors, là, c'est la liste des résultats. Je vais dézoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. Et on est bon. Il a top 16, je crois. Ouais, il a top 16. On pourrait regarder son feature match en soi. C'est une possibilité. Et là, en tout cas, ça, c'est sa liste du tournoi. Bon. Qu'est-ce que je pense de sa liste? Qu'est-ce que vous pensez de sa liste déjà? Dans le main. Si vous voulez le side, il ressemble à ça. C'est un side très basique. Qu'est-ce que vous pensez du main deck? Moi, je vais vous donner un avis, mais ça va être un avis vraiment, les gars, hein. Ça va être assassin. Je préfère vous prévenir. Et c'est un gars que j'adore. Genre, c'est vraiment un pote, genre. C'est pas un pote dans le sens où on se côtoie pas tous les jours, mais c'est un pote dans le sens où on se respecte beaucoup. Trop peu d'entrap, trop de bestial. Pourquoi les Tronus? Ça ressemble curieusement à une liste d'un certain joueur FR qui est top au national français. Pierre Brigals? Il est behind, mais non. Hum. La liste a l'air dramatique. Bizarre l'approche breaker dans ma liste, sachant que l'archétype fait vraiment pas assez. Bon, ok. Vous avez donné votre opinion. Moi, mon avis, déjà, faut savoir que Lorenzo, c'est vraiment un bon joueur. C'est vraiment, vraiment un bon joueur. Je vais pas comparer à des joueurs français parce que c'est des petites natures en France, ils vont pas kiffer. Mais pour moi, c'est, en tout cas sur les deux trois dernières années, on va dire depuis le post-confinement, il est top 5 européen sans aucun problème. Et dans le top 5 européen, je mets pas les vestiges en mode Schmitt, etc. Et pourtant, il pourrait en théorie y figurer. Je parle vraiment de niveau. Le truc, c'est que faut pas oublier que il a une certaine approche du jeu où
il capte enfin, il donne vraiment beaucoup de valeur à ce qui fonctionne pour accéder à un top cut. Quand on pense à ce qu'il avait joué au YCS Dortmund 2022 ou 2023, je crois, mais ouais, 2023, il avait joué Unchained, qui pour moi était loin d'être le meilleur deck pour battre des très bons joueurs, mais par contre, contre une représentation euh, d'un niveau, on va dire, assez faible, bah, c'est un très bon deck. En fait, il fait des choix comme ça très souvent. Quand il jouait Snake Eye et qu'il jouait Snake Eye avec des breakers et des skill drain main deck, c'était le même genre d'approche. Quand il jouait Mitsu Raizil format YCS Birmingham, c'était à peu près le même genre d'approche. Où il y a des lacunes évidentes dans ces decklists, des choses qui font que il va avoir des situations ingagnables qui vont arriver souvent, mais il prend bien en compte le fait que le format de Yu-Gi-Oh! C'est du best of 3, et en plus de ça, c'est des rounds suisses, donc tu as le droit à la défaite dans ton BO, mais tu as le droit à la défaite dans tes rounds aussi. Le problème, c'est que derrière, tu arrives dans un top cut, et que là, c'est de l'élimination directe. Ça lui réussit au championnat italien des années précédentes. Pourquoi? Et là, c'est là où je vais lier avec son approche d'aujourd'hui et son résultat de ce week-end. Pour moi, le championnat italien est un tournoi avec un niveau catastrophique. Genre, c'est cataclysmique. Si je devais donner mon opinion sur le niveau des nationaux, pardon, je dirais que pour moi, un national, déjà, c'est un moins grand niveau qu'un WCQ, en règle générale. C'est-à-dire que le CDF, c'est moins dur que, genre, l'Open, tu vois. Et l'Open, c'est moins dur que, genre, un Regio 350 personnes à Ultra-Jeu, ou à Paris, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on va dire que le degré de bon joueur, il est noyé. Tu vas affronter des gens qui jouent pas de l'année quasiment, mais comme c'est des grandes échéances, ils viennent, ils sont sous-préparés, même ils essaient de se préparer, mais en ne jouant pas de l'année, c'est difficile. Et toi, tu peux tirer, entre guillemets, ton épingle du jeu. C'est pour ça aussi que l'approche de Pierre Burgals, de Dorian Cassidy, elle a fonctionné au CDF, à mon avis. C'est parce que des situations qui sont ingagnables de base, qui ont des adversaires moyens, deviennent gérable. Et donc, en fait, ce que tu veux, c'est essayer de générer le plus d'interactions possible pour, euh, pour mettre en évidence et gagner du win rate basé sur le fait que tu es meilleur que ton adversaire. Ça peut fonctionner. Ça fonctionne sur des tournois à un niveau relativement bas. Donc, vous imaginez bien que si le France, à mon humble avis, c'est un tournoi relativement simple, vous imaginez ce que je pense du UK ou de l'Italie, qui sont, je pense, 2 fois plus simples quasiment. Euh, les... En Italie, le niveau des gros joueurs a diminué à un point où c'est vraiment triste comparé à une certaine époque. Et en dehors de ça, le niveau moyen est relativement faible parce que il y a une culture un petit peu de je m'en sors en faisant d'autres choses qu'en étant bon à Yu-Gi-Oh! Et je parle pas forcément de triche, mais je parle de manière d'appliquer les règles ou le time ou des choses comme ça. Donc, voilà mon opinion. À partir de ce moment-là, on peut comprendre un peu mieux sa decklist, qui dans l'absolu, pour moi, est pas terrible. Même si, bon, c'est une approche breaker, il y a des points intéressants ou quoi. Mais on voit surtout que, bon, bah, c'est une approche qui a pour but de générer un maximum d'interaction avec l'adversaire, d'extend, limite de board break. Contre des joueurs qui ont un niveau moyen ou moyen faible, bah, c'est peut-être ce qui t'apporte le plus de win rate. Peut-être. C'est pas sur ce genre d'approche que j'aurais été, mais en même temps, je connais pas du tout la situation dans laquelle il est dans son pays. Ça se trouve dans son pays, il sait qu'en allant en national, les représentations, ça va être plus ça, par rapport au CDF qui sera plus ci. Ça se trouve, il sait que le niveau moyen, c'est plus ça, et au CDF, c'est plus ci, etc. etc. Donc le conditionnement au contexte qui change fait que son approche, elle peut avoir du sens. Mais, overall, je trouve la liste pas terrible. Maintenant, si je devais changer quelque chose de la liste par rapport à son approche. Donc, on se prend pas la tête sur est-ce que l'approche est bonne ou pas, parce qu'on vient de remettre dans le contexte. Mais dans son approche, je trouve qu'il y a un truc que j'aurais pas fait, c'est que je pense qu'à sa place, j'aurais pas joué H Blossom. J'aurais soit joué une carte Broken en first, soit joué une carte Broken en second, mais j'aurais pas joué H Blossom parce que je trouve qu'elle s'applique très mal à la stratégie et que tu peux pas dire je joue H comme réponse au Charmy parce que bah, ton deck est censé se comporter bien contre les Charmy 100% du temps et pas juste essayer de piocher une out de temps à autre. Dans ce cas, si c'est le cas, bon bah H est non nécessaire et tu peux jouer autre chose. Si c'est pas le cas, eh ben, il faut absolument que tu changes de stratégie, sinon c'est pas possible. Donc pour moi, j'aurais pas joué H à sa place. Tout le reste de la liste, il est ok, ça me choque pas.
Je sais pas exactement ce que j'aurais joué à la place de H, mais je pense pas que j'aurais joué ça. Dans le side, bah, il a mis un alliage de bonnes cartes qui fait sens par rapport à son approche du main deck, donc il n'y a pas grand chose à en dire. Maintenant, le seul point qui est intéressant dans le fait d'aller jouer un peu plus breaker en ce moment, c'est justement la dynamique de pas mal de joueurs enlèvent Ash Blossom de leur main parce qu'elle a plus l'impact, enfin ils se rendent compte que l'impact c'est plus ce qu'ils veulent, et dans ce cas-là ils s'ouvrent à Tronus. Mais c'est vraiment anecdotique, c'est pas ça qui te fait jouer cette approche ou non. Merci beaucoup Odyswan, merci de soutien mon gars. Le skill check c'est vraiment en fonction du niveau moyen. Oui bien sûr. Merci Rika Boy. Tu penses quoi de Impulse dans ce cas-là? Je pense que Impulse dans une approche comme celle-ci a vraiment du sens. Je pense que c'est l'une des meilleures cartes à jouer dans une approche comme celle-là. Bonjour ne veut pas dire bon builder. Je dis pas que c'est un mauvais builder. À aucun moment j'ai dit ça. Je dis que moi, aujourd'hui, au vu du niveau que je connais du gars et de ses performances, j'aurais tendance à dire qu'il connaît très bien son terrain, qui est le championnat d'Italie, et qui sait pertinemment que pour le gagner, il faut qu'il fasse la différence. Enfin, la différence de niveau entre lui et le joueur moyen du championnat d'Italie est énorme, et que peut-être que son meilleur win rate, c'est d'aller jouer quelque chose qui exploite ça. Si on reparle du CDF, au CDF, il y a les deux approches qui existent. Quelqu'un qui va aller jouer une liste comme celle de Pierre ou celle de Dorian, c'est ce qu'il veut mettre en évidence. Quelqu'un qui va aller jouer une liste comme la mienne, par exemple, c'est autre chose. C'est une autre approche qui essaie de gagner un plus gros pourcentage des games, quitte à être moins en confort, entre guillemets. C'est des approches différentes. Moi, j'aurais tendance à dire que cette liste, elle est OK. C'est vraiment juste la Ash Blossom. J'aurais pas fait cette approche-là. Mais dans cette approche-là, la liste est OK. Uniquement Ash Blossom, je l'aurais probablement pas joué. Mais voilà. Son build est peut-être bon avec sa façon de réfléchir. Non, c'est pas une. Non, attention, les gars. Là, vous allez tomber dans le. euh, Non, mais le ciel, il est vert. Oui, mais moi, je le vois bleu. Non, mais c'est la perspective. En fait, c'est chacun son avis, les goûts et les couleurs. C'est pas ça, Yu-Gi-Oh! Hein. C'est pas ça. On n'est pas dans les goûts et les couleurs, là. C'est juste qu'il y a des approches différentes en fonction des contextes et que son tournoi, c'est pas le même contexte que le nôtre. Donc, on peut comprendre qu'une approche ait plus de sens dans son contexte à lui. Et vu que je le connais pas assez, le contexte en question, bah, j'ai du mal à. J'ai pas de train pour le championnat d'Italie. Donc, j'ai pas un avis extrêmement tranché. J'ai un avis où je peux accepter des choses qui de base pour moi sont pas les plus pertinentes. Nanana, bla 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 bla. Tu te retrouves dans un cas où la variance est aussi beaucoup plus grande, non? Oui, bien sûr. Dans son deck, il manque des charmies et des drôles. Bah, oui et non. Mais je pense qu'effectivement, si les H n'étaient pas H, peut-être que ça aurait été drôle ou les charmies, ouais. Ça gagne la maternité, mais non. Période 2010-2017, les Italiens étaient forts et nombreux. À l'époque, on les mettait derrière les Allemands, toujours first. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, l'Allemagne est première. Tout de suite maintenant, si on parle de top joueurs, parce que la France a reculé ces dernières années. Maintenant, je pense qu'on est deuxième, ouais, mais de loin. On parle de Lorenzo Muselli. Ok. Donc voilà un peu pour sa liste à lui. On pourrait regarder sa game. On pourrait, autant le faire, carrément. Moi, je pense que ça peut être intéressant. En fait, il y a un autre truc dont on peut parler avant, peut-être, c'est le gagnant qui joue Memento. Parlons de ça. Donc, le gagnant qui joue Memento, il s'appelle Flaminio Rossi. Je pense que c'est l'Italien qui a le plus performé sur la saison. Il a fait il a fait troisième au YCS Bologne. Il a fait cinquième ou neuvième à son Open, je sais plus. Et il a fait premier à ce Major Event qui est le national italien. Donc, déjà en termes de performance, c'est exceptionnel. Il a un nombre de points qui est immense par rapport au nombre d'events qu'il a fait. Il a dû faire 3-4 events, il a genre 300 points, ou un peu moins, 270. S'ils avaient l'occasion d'avoir plus de régios en Italie ou de participer aux régios français ou allemands, bon bah le mec sera dans les playoffs, c'est sûr. Il a un niveau qui est bien plus haut que la plupart, en tout cas en termes de résultats, que la plupart des gens qui vont participer aux playoffs cette année, et c'est dommage, mais c'est le système qui veut ça aussi. Puis le gars s'est pas donné les moyens, ça fait partie du truc. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Bah, je pense que, comme je vous ai dit, le niveau italien est relativement faible. Et ça m'étonne pas que ce soit un deck moins représenté, parce que probablement moins fort, qui ait réussi à le gagner. On voit ça dans pas mal de nationaux de seconde zone. Et si tu me dis qu'au UK, dans le top 4 ou en finale, il y a, comme on a pu voir certaines années, un branded alors que ça devait pas être le cas, ou des trucs comme ça,
Genre, tu me dis Memento gagne le UK, je suis pas choqué non plus. Parce que pour moi, le national italien et le national euh, UK, ils sont plus proches du national belge ou du national des Pays-Bas que du national allemand ou français. Donc, je l'explique par ça d'abord. Niveau moyen plus faible, quand tu as une grosse maîtrise sur un deck comme ça et que tu es un bon joueur, tu as une approche qui est construite convenablement dans le contexte, bah, c'est bien plus simple de faire la différence dans ce genre de national là. Donc, je suis pas choqué et en plus, le gars a l'air super bon. Maintenant, pour le deck build en soi de son deck, je connais trop peu Memento pour donner un très bon avis. Comme ça, je dirais que ça a l'air bizarre, mais voilà, je serais pas étonné que ce soit pertinent, mais juste comme ça, moi perso, 9 Charmy, 3 Super Poly, dans Memento, qui est un deck qui subit énormément les breakers en first, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'en first il a pu genre tenir les games, quoi, juste overall. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que ces deux joueurs-là, ils jouaient pas Sister en side, là où tout le monde jouait Sister en side, donc voilà, voilà. Dans une approche pour break, je déconseille Nip quand même. Bah dans le main deck, ouais, parce que c'est une carte qui est trop peu versatile aujourd'hui. Voilà, après dans une approche, enfin post-side contre certains match-ups, ça peut avoir de la gueule. Ça peut avoir de la gueule. T'as une idée d'un deck simple à jouer pour l'Europe, par manque de temps? Non, parce que j'ai pas encore vraiment commencé ma prépa pour l'Europe, donc j'ai pas d'avis particulier sur le format de l'Europe. Maintenant, tu peux regarder un petit peu ce qui se fait en création de contenu récemment et essayer de trouver un deck qui te plaît. Sinon, en te branchant sur les prochains lives, tu trouveras des idées probablement, puisque c'est le genre de thème qu'on va aborder, c'est sûr. Nanana. Après, je joue les 3 en x3, donc bon. En vrai, Mitsu pur. Mitsu pur, c'est sûr que ce sera un deck intéressant pour le format et qui aura un peu de gueule et qui est pour le coup relativement simple. C'est pas faux. C'est pas faux, Yuko. Ok, donc voilà, moi je suis fan parce que j'adore découvrir des nouvelles individualités dans le jeu. J'aime bien quand il y a des visages qui émergent. Ça fait un peu de nouveauté, ça remue un peu le truc, ça va donner la niaque à certains Italiens de voir qu'un gars peut sur une année bah, exploser comme ça et faire d'aussi bons résultats. Donc ouais, je suis fan, Familiar aussi. Je connais pas le type, mais en tout cas, il aligne les résultats. À voir s'il réussit une fois que Memento sera plus le deck, tu vois. Et comment est-ce qu'il va se comporter à ce moment-là? On a vu des joueurs comme Julius qui ont réussi à faire la transition après Plante et être capable d'aller jouer autre chose et de performer, mais on voit que c'est toujours dans le même style, c'est aller jouer un truc à côté de la méta, etc. Pareil, Julius, faudra voir s'il arrive à transformer sur le long terme, même si là, il a fait une grosse première année. Flaminior aussi, ça peut être un des prochains noms dont on entendra beaucoup parler dans les major events et tout. En tout cas, j'espère pour lui. Memento, c'est le nouveau Plante en vrai. Ça n'a rien à voir, mais on va dire dans la position dans la méta, oui, peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Lunalight dur à jouer. Lunalight, ça a pas l'air extrêmement dur à jouer, mais ça peut être technique par moment. Mais c'est pas un deck. De toute façon, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de deck ultra dur à jouer dans le format, hein. Peut-être complexe à prendre en main, mais dur à jouer, je sais pas. Ok. En théorie, j'aurais bien aimé qu'on fasse en plus un point sur certains matchs du championnat d'Italie, peut-être la finale, peut-être la game de Lorenzo, mais je pense qu'on les fera une prochaine fois ou qu'on fera vraiment de la séquence, genre on regardera un ou deux plays ou quoi en début de prochain live ou quelque chose comme ça. Moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On aura fini cette découverte des cartes Duad. Si vous en ressentez le besoin, essayez de regarder de votre côté aussi ce que ça fait, slash relire les cartes un petit peu, parce qu'on passe quand même rapidement dessus. Moi, de mon côté, je vais m'intéresser un peu plus à ce que ça fait dans le détail, pour pouvoir vous proposer du contenu, on va dire, où je vous présente vraiment les stratégies. Et c'est ça qu'on va essayer de faire jusqu'à l'Europe. Vous m'avez parlé du tournoi de la DAC, je ne sais pas si je le ferai. Si je le fais, peut-être que je verrai avec eux pour streamer sur place le tournoi. Si c'est juste pour faire un tournoi et pas proposer de contenu, je pense pas que je le ferai parce que c'est trop d'investissement de temps pour un tournoi dont j'en ai pas grand-chose à faire personnellement. Donc à voir. Mais en tout cas, ouais, vu qu'ils organisent un tournoi, c'est super sympa. Donc soutenez, essayez d'aller regarder sur leur réseau ce qu'il en est. Si vous êtes dans la région ou que vous cherchez un tournoi à faire, n'hésitez pas à le faire, ça peut être sympa. Et voilà, on se retrouve demain. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Demain, c'est pareil, c'est 18h. Normalement, je stream jeudi et du coup dimanche. Donc demain, le but, ça va peut-être être de faire un point sur l'Italie encore une fois. Finir ça, comme ça, on sera vraiment à jour dans ce format qui est le format de l'Allemagne,
de l'Angleterre, etc. Et comme ça, on finit sur cet ancien format dimanche avec le stream, peut-être même toute la journée. Je suis pas encore sûr, je vais voir ce que je peux faire. Et à partir de la semaine prochaine, ce sera que du ad. Je stream pas vendredi et je stream pas samedi. Je vous préviens en avance. Par contre, je stream demain et je stream dimanche, quoi qu'il advienne. Moi qui joue plante, je trouve que Mermaid me fait le même effet à jouer, c'est trop agréable. Ouais, je suis d'accord que ça se ressemble. Bonne soirée les gars. Merci d'être venus. Ça m'a fait extrêmement plaisir que vous soyez là et qu'on puisse interagir. Découvrir les cartes de Duad et revenir un petit peu sur le championnat italien, c'était vraiment cool. Donc je suis content. On se capte demain, 18h, pour ceux qui sont intéressés. Et sinon, dimanche, quasiment toute la journée probablement, pour les nationaux, jour 2, le UK, l'allemand, le belge. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, et à demain. Bon, je sais pas si on peut dire que je stream beaucoup, mais j'essaie d'être là. À plus. Ciao. Ah oui, il y a une deck profile qui sortira aussi sur YouTube, la deck profile de mon CDF. Il y a des informations, on va dire, mieux expliquées, regroupées, peut-être un peu plus complètes que ce que j'avais fait lorsque j'ai fait la deck profile en live. Si vous voulez, au moins, vu que la chaîne YouTube, elle est morte, et que je vais essayer de la relancer dans les prochaines semaines, prochains mois, si vous voulez juste donner de la force en allant, en cliquant dessus, en mettant un like, en mettant un petit commentaire, ce serait super gentil pour pouvoir redynamiser tout ça. Et si vous voulez la regarder, il y aura toujours des trucs à apprendre. Et il y a un peu de montage sympa parce que j'essaie de travailler avec quelqu'un qui m'a proposé son aide super gentiment. Donc voilà, si vous voulez la regarder, n'hésitez pas. Merci beaucoup les gars. On se retrouve demain 18h. Prenez soin de vous. À plus.